Yo, 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 yo! Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait Salam, bizarre de salam. te voir comme ça, Fio. Ah, on se voit en vidéo, tu vois? Tu parais plus balèze quand même sur Ça vidéo va, qu'en vrai. ça va, j'ai pris un peu d'avance avec les chevaux. Ça va T'as bien, fait, non? t'as fait ta série de pompes et tout avant, c'est bon, J'ai t'es fait ma bien? série de pompes, j'ai fait une bonne Ça dizaine de va, tractions, nickel. tu vois, donc ça va, là, je suis bien, là, ça Nickel, va. nickel, nickel. Il y a, Ça il y va a, quoi? il y a il y a Ludo qui nous disait tout à l'heure, dès que ça a parlé de poulet, il est apparu. On en Ah ouais, rediscutera de tout direct. ça. Ouais, on parlera de tout ça. On va pas parler de clichés. Comment tu vas, Ulrich? Ben, On ça va va faire genre, super. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu quand même, tu vois? Ouais, ça a plus de 24 heures, hein, quand même. Ouais, Quand voilà, même plus de voilà, c'est 24 heures, ça, tu ouais. vois. Ouais, Ah, ouais. bah écoute, ça va super bien, ça va super bien. J'ai Ouais. passé une bonne journée. Et toi? T'as profité un peu du soleil? Si on veut, hein, j'étais en télétravail, hein. Télétravail, donc du coup, là pour l'instant, je fais beaucoup de travaux administratifs. Donc du coup, je travaille beaucoup sur mon PC. Du coup, c'est pas top, 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 mais ça va. Ça a été. Il a fait beau, je vais pas me plaindre. Voilà. Ben écoute, dans le vif du sujet, hein, mon gars, explique un peu qui tu es, enfin voilà, qui est Ulrich Akbessi en tant qu'être humain, et puis après on parlera du sportif après, mais donc voilà, petite Ouais. présentation sympathique. Ouais. Bah, Agbessi Ulrich, c'était moi. Un jeune béninois, donc de 28 ans, qui vit donc ici en Belgique, à Bruxelles. Bah, qui suis-je? Ben, je suis conseiller commercial pour un peu parler d'autre chose que de sport. Donc, je travaille donc dans un organisme de prêt. Donc, j'ai fait des études d'économie pour arriver là. Donc, je suis donc ici en Belgique depuis une bonne grosse vingtaine d'années. Donc, je suis arrivé tout petit aussi vers mes 6 ans. Et depuis, ben, j'ai grandi donc ici à Bruxelles. Et la plupart des gens me connaissent pour ma passion du sport. Donc, principalement le sport de combat. Évidemment le MMA. Donc, je suis d'ailleurs combattant pro en MMA pour la team Souyouf, ici à Bruxelles. Je précise parce que Souyouf a également une structure au Maroc, donc principalement à Agadir. Donc, du coup, voilà, moi je combats en pro pour la team Souyouf de Bruxelles. Ok, ok. Euh, Ulrich, quel âge as-tu? Peux-tu 28 ans. juste me rappeler? 20? 28. 28. 28. 28. Tu as commencé à quel âge, Ulrich? Ben en fait, le MMA en tant que tel. Les sports de combat de Ok, manière générale. ok. En fait, moi, mes débuts en fait dans le sport ont commencé assez jeune, en fait, vers mes 12 ans. J'ai commencé avec du karaté parce qu'en fait, c'est un peu comme, j'ai envie de dire un peu comme tous les jeunes garçons, j'avais plein d'énergie. Donc du coup, mes parents devaient trouver un truc pour que je puisse un peu canaliser mon énergie et que je la dépense à quelque chose. Mon père faisait du karaté, donc du coup, il m'a un peu poussé à en faire. Donc j'ai commencé à faire du karaté à l'âge de mes 12 ans. D'ailleurs, en fait, donc j'ai commencé dans un premier temps en fait dans un petit club à Forêt, pas très connu, mais voilà. Quel type Puis de karaté c'était? du karaté Shotokan. Karaté On Shotokan, c'est salue, ce qu'on... on salue Bilal. Ah, effectivement, tout à fait. J'ai commencé ça rapidement, donc j'en ai fait pendant 2 ans. Puis j'ai déménagé donc ici à Molenbeek où j'ai combattu. J'ai commencé des cours dans une association de jeunes qui s'appelle AJM, où j'ai eu Mhm. en fait un coach, donc un sensei qui était assez connu d'ailleurs. En fait, bon là maintenant il est connu pour le milieu public, enfin politique plutôt. C'est en fait Hamed Ok. El Kanous. Ah, Donc fatalement, hein. ouais. Et donc c'était mon sensei pendant 2 ans plus ou moins avant qu'il commence toute sa carrière politique. Il nous Après resta ça, plus dans la politique que dans le karaté, hein. ah, ouais, c'est ça, effectivement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà, il était un peu entre les deux, mais voilà. Il a fait son choix, on va dire. Mhm. Après cela, en fait, pendant un moment donné, voilà, le karaté, c'était bien. Ah En bah fait, tu j'ai vois, battu on parle de karaté et Bilal se avec connecte. Bilal Connect. On te Ça, je vois salue, ça, je Bilal. vois ça. Salut, Bilal. Ça fait longtemps d'ailleurs. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, moi, après le karaté, pourquoi je faisais du karaté? Parce que mon père en faisait. Et puis, j'aimais pas trop, en fait, tout ce qui était pure bagarre. Donc, du coup, ça me plaisait bien parce qu'il y avait beaucoup de kata, etc. Donc, c'était très bien le karaté. Puis à un certain moment, je voulais un peu avoir un peu plus d'action. Et en fait, j'ai commencé à faire du judo. Mais enfin, quand je dis commencer, j'en ai fait pendant en fait 2 cours, pour te dire. Ok. Mais ça s'est vite arrêté. Ensuite, je voulais en fait trouver autre chose. J'ai commencé à trouver une salle près de chez moi. C'est ainsi que j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien, où j'ai commencé en fait au Fire Gym. Ça, c'était
en 2000, fin 2008 que j'ai commencé en fait au Fire Gym en jiu-jitsu brésilien avec Ouais. mon sensei de jiu-jitsu actuel, donc Younes El Anoufi. Il y avait également Hakim Gouram à ce moment-là. Et puis c'est là que je t'ai rencontré également. Donc Ouais. par après, donc on a commencé sur Youth et puis jusqu'à aujourd'hui, je suis là. Ok, ok. Et qu'est-ce qui... Parce que bon, tu nous as dit que tu n'étais pas très bagarre, entre guillemets, et que ce qui t'attirait dans le karaté, c'était un peu le côté martial, tout ça. Euh, qu'est-ce qui a fait à un moment que tu t'es plus intéressé justement à l'adversité, au combat, tu vois? Qu'est-ce qui... C'est quoi? C'est le jujutsu? C'est... Enfin, tu vois? C'est quoi Ben non, qui a amené ça, en fait? en fait c'est un peu marrant, c'est un peu presque par hasard, mais c'était par curiosité. Dans le sens où, en fait, Mhm, après le karaté, donc comme je t'ai dit, hein, j'étais passé au judo, mais ça a duré quelques temps, simplement parce que je voulais en fait avoir un peu plus de contact, mais sans forcément avoir de coups. mhm. Euh, et d'ailleurs, en fait, enfin, pour l'anecdote, pourquoi est-ce que en fait le judo, j'en ai. Non, Excuse-moi, je rigole, mais c'est parce que je peux pas m'empêcher de lire de temps en temps les commentaires et ils se lâchent, hein. Ah, aujourd'hui, ils se lâchent. Aujourd'hui, Ulrich, ça va être beau, hein. Entre Ludo et Junaid, là, c'est franchement pas mal du tout, les gars. Honnêtement, Junaid qui te félicite pour tes contours, tu vois. merci, c'est prêt. Hein. Là, Tu vois, tu vois, je pense soin, tu vois. Habituellement, tu à vois. l'entraînement, je cache tout, tu vois, mais là, ça bon, on voit, c'est frais, tu vois, c'est bien. Euh, Ok, excuse-moi, je t'ai coupé, mais voilà, ça méritait quand même la parenthèse. je Euh, sais plus où j'en étais. Ouais, donc j'étais en fait, oui, donc comment je suis arrivé au MMA? En fait, quand je suis arrivé au jiu-jitsu brésilien, j'étais arrivé simplement parce que je voulais en fait autre chose que faire du karaté en fait. ok. Puis j'ai commencé à faire du jiu-jitsu brésilien, j'aimais bien les techniques, il y avait l'aspect donc de un peu un mélange de karaté et de judo, puis il y avait des amenés au sol, donc il y avait des clés de soumission, c'était intéressant. Et Et puis c'est du par jour au hasard que tu es lendemain, arrivé au jiu-jitsu brésilien ou je me permets, hein, parce que je joue pas la comédie, les gars, hein, je pose ces questions, c'est vraiment des trucs que je ne sais pas. Tu t'es au jiu-jitsu brésilien en lui-même quand tu es arrivé au Fire Gym. C'est quoi qui a fait que tu es arrivé au Fire Gym en fait? Tu vois? bah, en fait, ouais, du coup ouais, c'est vrai que j'ai pas détaillé. Je vais un peu revenir en arrière. On Euh, salue Clean Hugs qui passe un coucou avec des produits top de chez Top. Donc voilà, comme ça, allez, on fait la petite parenthèse. Qui je vais ont faire d'ailleurs un un petit. podcast génial aussi, hein. Ah ouais, faudrait que j'aille voir ça aussi, j'ai pas vu. Parenthèse fermée. Ouais, donc pour répondre à ta question, en fait, je vais devoir en fait revenir un peu en arrière, à l'époque du karaté, du coup. Mhm. Donc, comme je te dis, hein, j'avais commencé donc à l'AJM. Donc, en fait, c'est le diminutif de Association de jeunes marocains. Ok. En fait, ici, avec évidemment, il y avait forcément une grande communauté de musulmans, en fait, donc à ce moment-là, là où je m'entraînais. Ouais, ouais. Et en fait, au travers de cela, en fait, j'ai simplement découvert, on va dire, par après, qu'il y avait beaucoup de valeurs que je partageais avec eux, notamment au niveau de tout ce qui est respect du corps, tout ce qui est pudeur et autres. Donc du coup, notamment, je fais allusion en fait à tout ce qui est période de douche après l'entraînement. Ouais. Là-bas, après l'entraînement, ben, évidemment, personne ne se promène à poil en fait, tu vois. Donc il y a un million de pudeur, un million de respect pour Mhm. soi-même. Donc voilà, donc ça c'est des trucs que j'ai partagés. Donc là, à ce moment-là, la JM. Donc pourquoi est-ce que j'avais quitté la JM? Parce que Hamed El Kanous, à ce moment-là, en fait, était en transition dans son monde politique. Donc du coup, ça devenait un peu instable, on va dire, au niveau des entraînements. Et j'ai Ouais. atterri en fait à un club qui était assez loin de chez moi. C'était en fait à Woluwe, au Poséidon. Mais au niveau de tout ce qui est, comme je dis, pudeur, ça me posait pas problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais une amie qui habitait près du club. Du coup, à chaque fin d'entraînement, j'allais directement chez elle avec mon kimono, je prenais ma douche là-bas, et après, ses parents me ramenaient à la maison. Donc, du coup, à ce moment-là, il n'y a pas de souci Ok. avec la pudeur. À un moment donné, je me suis dit, OK, le karaté, c'est bien, mais il me faut un truc plus intensif. Un de mes potes du karaté m'a amené à une salle au centre, laisse-moi me rappeler du nom, c'était à Krenem, le centre sportif de Mounier. Donc, Ouais. c'est à ce moment-là, en fait, qu'il m'avait parlé de judo. En fait, lui, mon pote en question faisait des compétitions et il m'expliquait comme quoi c'était beaucoup plus impactant. Il y a beaucoup plus de jeux, on va dire, dedans. Donc, du coup, je m'étais intéressé au judo. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait que 2 cours? Parce que, en fait, le cours était super bien, mais en fait, à la fin des entraînements, tous les gars dans les douches étaient à poil. Du coup, moi, par rapport à cela, si j'étais pas trop à T'étais l'aise, pas à l'aise, ouais, t'étais pas à l'aise, voilà. ouais, bah, fatalement, hein. Et bon, voilà, Ça dépend. j'avais, Ça dépend de tout un chacun. Après, voilà, c'est. c'est ça, effectivement. J'étais pas j'étais pas tout jeune, on va dire, mais j'étais encore un peu innocent dans le sens où, à cet âge-là, ben, les seules fois où j'étais dans une douche commune, soit c'était à l'école avec la piscine, mais tout le monde avait un maillot. Donc, du coup, j'avais pas le temps d'être perturbé.
Et les autres fois, ben, j'étais dans une communauté où on se protégeait, tu vois. Donc, du coup, voilà, à ce moment-là, il y avait une grosse, voilà, j'avais un choc. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je vais trouver une salle de judo qui est près de chez moi. À ce moment-là, ben, j'étais à Molenbeek, encore aujourd'hui. Donc, du coup, je cherchais une salle, mais j'en trouvais pas. Et un pote me disait comme quoi, ouais, il connaissait un club, en fait, où il faisait c'était un art martial indonésien avec des coups de bâton et tout, en kimono. Ouais. Ok. Je me dis, bon, bizarre, mais au moins, il y a des coups. Donc, je vais peut-être essayer. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivé au Fire Gym. Et en fait, D'accord. c'était pas du tout un cours bizarre. En fait, c'était un cours de jiu en fait. Ok. C'est là que j'ai rencontré l'éditeur, Younes, et tout ça. D'accord. Et je me Donc suis en dit, fait, bah, toi, tu t'attendais à débarquer à un cours de, un espèce de penchaxilat ou un truc dans le style, c'est et ça, au ouais. final, tu arrives à un cours de jiu-jitsu brésilien, quoi. C'est ça. Et puis je me suis dit, bah, Et tant qu'à faire. si je résume bien, tout ça, c'est une question. Tout ça, c'est une question. Après, c'est ironique parce que c'est super original et je ne le savais Ah pas, je vous l'avoue. ouais, ouais. Mais tout ça, Ah en ouais, fait, c'est une exactement. question de pudeur par rapport au vestiaire, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça, exactement, C'est exactement. Et dingue, hein. C'est fou, hein. de fil en aiguille, je suis arrivé au Fair Gym. Ah oui, et d'ailleurs, oui, quand je suis arrivé, c'était pas le cours de jiu qui était directement. En fait, le sport dont mon pote me parlait, c'était le Kempo, en fait. C'était le self-défense Kempo, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, au Fair Gym, il y avait le cours de Kempo, en fait, qui était juste avant le cours enfin, des fois avant, des fois après. Donc, du coup, c'est le cours de Kempo, mais allez, j'avais pas accroché quand j'ai vu ça. Mhm. Et juste après, il y avait le cours de Jiu-Jitsu, et là, voilà, ça m'a beaucoup plus attiré. Donc, j'ai commencé le Jiu-Jitsu. Et puis par après, quelques peu de temps après, ben, Suyouf s'est créé. Évidemment, le temps que moi je m'adapte un peu au jiu-jitsu, les potes du jiu-jitsu me disent comme quoi, ouais, mais voilà, il y a un cours de Suyouf à côté où il y a la frappe et tout. On allie boxe, pied-point, sol. Je me suis dit, bah écoute, autant tester. On y va, j'ai testé. Et ben, comme tu sais, hein, au début avec les coups, j'étais très. Ah, on y reviendra, t'inquiète, j'ai prévu un petit. Oh, c'est normal. Il y a Ludo qui nous disait aujourd'hui, on démonte les stéréotypes. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. Je vais couper le wifi là, tu vois, je vais pas de. Aujourd'hui, on va péter le score, on va avoir 3000 connectés parce qu'on va lâcher du dossier aujourd'hui. Ulrich va se lâcher. Confession intime aujourd'hui. On est en famille. On dit c'est fraternel quand même, hein. Gardons ça entre nous. Ok, Ulrich. Ben écoute, franchement, voilà, tu vois, comme quoi j'avais des doutes concernant enfin voilà, ce que j'allais apprendre hein, par rapport à toi. Et Ludo qui disait tout à l'heure encore lui, je le cite beaucoup, mais parce que ses interventions sont assez coupantes. Ça va bien avec Souyouf. Il disait tout à l'heure, voilà, vous allez enfin apprendre à faire, enfin, vous allez enfin faire connaissance depuis 15 ans. Il était temps, tu vois. Ben, j'ai envie de dire, ouais, c'est un peu vrai, Ah tu bah vois. ouais, bah ouais, bah Donc ouais, voilà, il y a pas bah ouais. mal de choses que je vais apprendre. Et moi, toute cette histoire de sport l'un dans l'autre, bah, la vérité, j'étais pas au courant. Je savais qu'il y avait du karaté, etc. Mais on n'avait jamais vraiment été dans le fond Ah non, bien du sûr, ouais, sujet. ouais. Jamais Euh, trop détaillé non plus en fait, hein. du coup, voilà. Du coup, on est. T'inquiète, hein, je me suis professionnalisé. Maintenant, j'arrive à garder le fil, tu vois. On est arrivé au Fire Gym. On est arrivé au Fire Gym. Tu découvres le jiu-jitsu brésilien. Je te mets tes premiers étranglements. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça arrive beaucoup moins maintenant, mais voilà, c'est bien parfois de vivre dans le passé. Tu découvres le jiu-jitsu, tu découvres la réelle adversité, euh, parce qu'au final, bah, le karaté, voilà, les katas, c'est joli, machin. Mais là, tu découvres vraiment, et je vais pas dire la bagarre parce que ça serait péjoratif, mais tu découvres vraiment on va dire la violence canalisée, parce que le jiu-jitsu brésilien, au final, euh, ça peut même être au niveau du lâcher prise plus intense encore que le MMA. Je parle ici en termes d'entraînement, hein. Mhm, Parce que mhm. fatalement, en sparring ou en MMA, bah, on va faire quand même très très attention parce qu'on porte des coups et qu'on n'a pas envie de dévisager nos Ouais, bien sûr, partenaires d'entraînement. Alors bien qu'en sûr, bien sûr. jiu-jitsu brésilien, on part du principe où au plus on a confiance en notre partenaire, au plus on y va et donc fatalement, bah, ça peut être beaucoup plus intense. Comment tu le Ouais, vis comment tu vis entre guillemets ces premiers cours de jiu-jitsu ou comme tout pratiquant de jiu-jitsu ou quasi tout pratiquant de jiu-jitsu, bah, lors des premiers cours, tu te fais juste maltraiter en fait. Comment tu le vis ça? bah, en fait, il y avait beaucoup d'émotions en fait. Au début, évidemment, bah, Younes, elle a une fille, donc un très bon pédagogue. En fait, au niveau du cours,
tout était très bien détaillé. Donc, il y avait vraiment le temps pour l'échauffement, le temps de pouvoir analyser donc une ou deux techniques maximum avec les différents détails et les différentes variantes. Donc, du coup, c'est Mhm. très école en fait. Donc, vraiment, on voyait vraiment tous les points positifs, on va dire, donc de l'art martial en tant que tel du jiu-jitsu brésilien. Donc, du coup, à ce moment-là, tout était cool. Le moment où c'était un peu plus tendu, le moment où je me faisais maltraiter, comme tu dis, c'était évidemment donc à la fin Mhm. du cours quand on tournait ensemble. Mais au final, j'ai quand même galéré pendant facile 6 mois, je pense, hein, quand même, facile 6 mois, parce qu'il faut dire, allez, j'ai beau être assidu et tout ce que tu veux, donc tous les gars pourront le dire actuellement, j'ai un peu du mal, on va dire, à apprendre et on va dire retenir une technique en tant que telle dans le cadre sportif. Du coup, j'ai vraiment eu du Ok. dur, on va dire, à cibler donc toutes les différentes techniques et les différents réflexes qu'il y avait donc dans le jiu-jitsu au début. Donc du coup, à chaque début d'entraînement, enfin à la fin plutôt, à chaque fois qu'on tournait, je me faisais maltraiter. Mais c'est un peu ce que je cherchais. Non pas pour dire que je suis sadique, mais le petit côté du je suis essoufflé, je suis dépassé, il faut que je fasse quelque chose tout de même. C'est ce que je recherchais en fait au début, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc du coup, face à cela, bah, évidemment, j'ai pris le temps donc de développer, on va dire, mon calme au jiu-jitsu, chose qui m'a permis par après également à développer encore plus tout ce qui est donc travail dans le MMA. Parce que au jiu-jitsu brésilien, en fait, on est à un moment donné sous pression, mais il suffit donc d'un moment pour pouvoir en fait trouver technique et en fait reprendre le dessus. Donc du coup, en fait, donc même dans le petit côté du je panique, il faut que je reste concentré. Donc du coup, ça m'a beaucoup appris en fait ça au jiu-jitsu brésilien, que j'ai su développer par après en fait en MMA avec un certain temps par après. Mais voilà, donc parce qu'il y a On vraiment y une reviendra différence. aussi. On y reviendra aussi. Il y a vraiment une différence entre les deux disciplines, mais au final, le self-control, en fait, on va dire, en moment de panique, c'est ce que j'ai appris, en fait, donc, autant en jiu-jitsu brésilien qu'en MMA. Et du coup, c'est un peu ça qui a fait qu'au final, j'ai su avoir un self-control sur le long terme. Et c'est comme ça que je pratique maintenant actuellement, en fait. Et au début, quand tu débarques en kimono, parce que je me souviens d'ailleurs, hein, tu débarquais avec ton kimono de karaté. Le karaté, Euh, voilà. je me souviens, je me souviens, je me souviens. Quand tu débarques avec ton kimono, que tu commences à faire du jiu-jitsu, est-ce que à un moment, tu te dis, tiens, bon, évidemment, au début, on vient de le dire, hein, c'est un peu compliqué parce que Mhm. on a la tête sous l'eau et on essaie juste de survivre. Mais une fois que tu es un petit peu plus à l'aise, est-ce que tu te dis, tiens, moi, je ferais bien de la compète, machin, ou est-ce que ça, enfin, là, par rapport au jiu-jitsu brésilien, ça t'a jamais traversé l'esprit, ça a été trop vite, euh, euh, au passage au MMA? En fait, j'ai eu deux scénarios, autant en jiu-jitsu brésilien qu'en MMA, des scénarios plus ou moins similaires, mais un peu moins, on va dire, au niveau du jiu-jitsu brésilien, dans le sens où, évidemment, j'étais parti donc de l'ambiance du karaté, un peu comme mon père, en fait, je voulais pas forcément de base faire des compétitions, parce que j'aimais, Mhm, non pas que j'aimais pas en fait le challenge, mais rien que le fait de se dire, je vais aller taper, c'était pas une motivation que j'avais de base. Donc du coup, arrivé au jiu-jitsu brésilien, j'étais un peu plus un peu dans la même ambiance je veux apprendre, je veux avoir des ceintures, je veux évoluer, mais je pensais pas forcément en fait aux compétitions. ouais, Mais j'en ai quand même fait en fait finalement. Mais ce qui s'est passé, donc c'est l'effet du groupe, on va dire, qui m'a tiré tout simplement. Parce que voilà, donc il y avait Younes à l'époque, donc organisait donc les Spartakiades. Évidemment, c'était organisé par la team, donc du coup, il y avait un peu tous les membres de la team qui allaient, donc du coup, évidemment, ça me poussait également à participer à la compétition, tout simplement. Quand bien même, ok. c'était pas une chose à laquelle je pensais dès le début, mais voilà, au final, je me suis lancé aussi, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire donc des compétitions de jiu brésilien. Je faisais la comparaison en MMA également, parce qu'en fait, là, actuellement, évidemment, je suis beaucoup plus actif en MMA qu'en jiu brésilien. Comme je disais au début, je suis combattant pro en MMA actuellement, mais il y a 10 ans, je m'imaginais pas en fait faire des combats pro à l'heure d'aujourd'hui. Simplement pour la bonne raison que, encore dans la même ambiance que j'explique actuellement, j'ai commencé en me disant, je veux juste en fait faire du sport, je veux juste transpirer, je veux juste me faire plaisir, tout simplement en fait. Juste le kiff, Et quoi. voilà, c'est ça. Ouais. Puis, Moi, je vais et juste te puis, demander un petit service. Je vais juste te demander un petit service. Il y a ma ouais, nièce qui fait du babysitting. Elle a mes enfants, elle vient de se connecter et si tu leur faisais un coucou à mes enfants, ça leur ferait super plaisir. Ils te kiffent donc. allez, je l'ai fait un coucou avec un grand plaisir, genre les bisous. Désolé, Voilà, désolé, désolé pour ceux qui sont sur le live, mais on n'a pas en famille aujourd'hui, donc voilà. Euh, avec un grand plaisir.
Alors, il y a Ludo qui dit, tu peux nous le dire, hein, ils t'ont forcé à faire de la compète. On va y arriver, Ludo, t'inquiète, on y arrive. Ok, donc voilà, on a parlé jiu-jitsu brésilien. Euh, Tu fais quelques compètes en jiu-jitsu brésilien et puis bah voilà, tu arrives à il y a notre L'armurier, notre armurier qui est dans la l'armurier place. arrive. Allez visiter le site, les gars, allez visiter le site. Il y a de quoi faire. En plus, il y a des Ah ouais, promos il va sur le arriver. site de Harry, donc allez, Faut qu'on y comme allez-y. ça. Donc, je disais, Ulrich, tu laisses un petit peu de côté, tout cloque, tu laisses un petit peu de côté le jiu-jitsu brésilien pour Ouais. aller vers le MMA. Comment est-ce que ce passage se fait? Est-ce que voilà, on l'a vécu ensemble, mais comment tu peux l'expliquer aux gens, le passage du jiu-jitsu brésilien vers le MMA, quoi? Ben, c'est un passage, on va dire, donc évidemment, dans mon cas, comme j'expliquais, c'était un peu de la curiosité, ma transition entre le jiu-jitsu brésilien et le MMA. Mais la transition, en fait, n'a pas forcément, m'a pas forcément, on va dire, stoppé dans mon évolution dans le jiu-jitsu brésilien. Parce que le MMA, donc évidemment, le nom le dit, donc mixed martial art, donc art martial mixte, c'est un mix d'art martial. Ce qui veut dire qu'évidemment, donc, il y a un travail donc, qui s'effectue donc debout, en lutte, c'est au sol également. Du coup, le jiu-jitsu brésilien donc, a quand même encore donc, son importance à ce niveau-là. Euh, donc évidemment, je suis passé donc au MMA parce que le groupe m'a poussé, on va dire, à y passer simplement. J'étais curieux. Je me suis dit, OK, c'est le moment donc d'allier, on va dire, toutes les disciplines que j'ai eues auparavant et de faire le mix en fait en une fois. Du coup, c'est un pour une personne qui a jamais fait de pied-point, par exemple, c'est un choc. Mhm, Quand même, c'est un choc. Parce qu'évidemment, moi, j'ai fait du karaté, mais du karaté très kata. Ok. Le jiu brésilien, c'était un travail au sol sans coup. Du coup, une fois que je suis arrivé en MMA, il y avait vraiment donc c'était une grosse salade et c'était perturbant. C'était perturbant parce que tu te dis, le gars, il peut te taper, ouais. il peut te taper. Tu vois, tu peux essayer de taper le gars, mais il va surtout plus se taper, t'as l'impression. Puis en plus de cela, tu dis, ok, peut-être que voilà, tu sais pas boxer, tu vas essayer de lutter. Mais en fait, le gars, au final, il peut lutter, il peut t'amener au sol également. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un enchaînement en fait, qui est en continu. Et du coup, c'est frustrant parce que tu sais jamais en fait comment bien te positionner. C'est très compliqué au début. Pour moi, en fait, tu le sais évidemment, hein, moi, le plus dur que j'avais, c'était explorer en boxe en fait. Chose qui peut beaucoup étonner les personnes qui me connaissent à l'heure d'aujourd'hui, parce que même si ma boxe n'est pas parfaite, voilà, ce que je fais actuellement, je ne savais pas le faire il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, on me mettait un gauche-droite, je me mettais en boule et je reculais en fait. Donc, du Bon, coup, mais c'était. grille pas mes sujets parce que sinon je te laisse tout seul et puis je m'en vais et puis tu vois. Donc on va la faire pour la forme, hein. Tu lances le sujet, donc je vais préciser le sujet et je vais te laisser continuer tout seul. Donc en gros, Ulrich, l'appréhension, ok, on va dire check. Tu l'as connu avec le jiu-jitsu brésilien, donc c'est plus du domaine de l'inconnu. Il y a Ouais, encore énormément de choses à apprendre au moment où tu commences le MMA par rapport au sol, etc. Mais c'est une sensation que tu connais. tout à Par fait. contre, une fois que tu te retrouves dans un rapport de force où il y a de la percussion, comment tu le vis? Comment tu le vis au début? Et comment est-ce que les partenaires d'entraînement autour de toi, un petit peu plus expérimentés que toi, vont faire en sorte ou pas que tu vas t'accrocher à ce sport? Ah ben, en fait, donc ici, le début, en tout cas, a été compliqué, surtout pour la phase debout, donc en boxe, parce que j'avais vraiment en fait donc l'appréhension des coups, parce qu'évidemment, j'avais jamais appris à donner un coup, j'avais jamais appris à recevoir un coup. Donc du coup, Je vais c'était faire plaisir à Ludo. T'avais peur en fait. Ah, je fais plaisir à Ludo là. Voilà, c'est fait. non, c'était pas de la peur. C'est pas de la peur, c'est de l'inconnu. Voilà, je ne connaissais pas. Tu vois, j'étais inconnu d'un sport que je fais actuellement, mais voilà, bref. À l'époque, c'était inconnu. Donc du coup, c'était assez spécial. Donc du coup, évidemment, un peu comme toute chose, hein, quand on connaît pas, voilà, on se recroqueville. C'est ce que je faisais. Puis en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec mes partenaires et mes coachs? Mais en fait, ils m'ont simplement ils m'ont fait réaliser que si moi je donne un coup, il y a peu de chances d'en recevoir.
Donc, du coup, dans cette dynamique, je me suis dit, ben, OK, en fait, finalement, c'est pas si bon que ça parce que moi, si le gars me tape, c'est parce que je me protège et que je suis en boule. Mais si moi, je le tape, il risque de faire pareil. Donc, au final, je me suis dit, autant taper et pas me faire taper. Donc, j'ai commencé comme ça. Euh, j'ai appris aussi, donc, ben, d'une part, à me protéger et en attaquant directement. Donc, j'ai appris donc, à défendre et attaquer directement. C'est un peu comme ça aussi que je m'amuse maintenant actuellement à faire des crochets un peu particuliers pour ceux qui connaissent, ceux qui m'ont déjà vu combattre pourront voir. Donc du coup voilà, au fil du temps, mes partenaires m'ont appris en fait simplement qu'il faut en fait ne pas rester figé et attaquer en fait. Donc du coup en fait la meilleure des défenses, comme on dit, c'est l'attaque. Et c'est ainsi que j'ai commencé en fait à progresser dans cette voie-là. Et au fil du temps, la boxe a évolué. J'ai travaillé ma lutte. J'avais donc le jiu-jitsu qui m'aide également à évoluer. Et voilà, de fil en aiguille, c'est ainsi que j'ai fait ma transition. Ok, ok. Euh, Bah, dans le milieu, je vais dire, dans le milieu belge et même des pays limitrophes, euh, tu as quand même fort, fort baroudé au niveau amateur. Euh, Est-ce qu'il y a une raison, encore une fois, Ulrich, que les choses soient claires, il y a certaines questions que je vais te poser, dont évidemment, nous, on a déjà discuté. Le but ici, c'est vraiment que les gens puissent, voilà, que nos amis qui vont regarder ce live ou qui vont regarder les vidéos par après, puissent Mhm. avoir une image d'un Ulrich un peu plus humain, tu vois, que juste ce qu'ils voient sur les réseaux ou sur les highlights ou les combats. Donc Mhm. voilà, ça c'est une question que je te pose ici. Nous, on en a longuement évidemment discuté, mais pourquoi est-ce que tu as autant de combats en amateur? Enfin déjà, plus ou moins, je dis bien plus ou moins parce que c'est compliqué, mais en amateur, combien tu as de combats, plus ou moins? Quand je En parle de combats amateur, amateur, je parle vraiment de tout ce que tu as fait en Belgique, en Hollande, machin, enfin, plus ou moins, hein. j'ai combattu beaucoup en fait en Belgique, j'en ai eu en Hollande également, dans les périphéries des villes anversoises et autres. En fait, j'ai arrêté de compter pendant un certain moment parce que j'en ai fait beaucoup effectivement. J'en ai en fait enfin une grosse trentaine en fait, un peu moins de 40 combats en amateur. Ok. Euh, Et je pense que voilà, Ludo pourra le confirmer, ce qui est beaucoup pour un combattant qui a commencé, parce que tu as commencé le MMA en fait il y a quoi? Il y a, je dirais, une petite dizaine d'années, hein. une petite C'est un dizaine, peu non, c'est ça, ça, hein. c'est Voilà. une petite Donc dizaine. Voilà. pour un combattant qui a commencé il y a une petite dizaine d'années, avoir plus d'une trentaine de combats en amateur, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que à l'époque, la transition se faisait relativement vite en pro, parce que le niveau de l'amateurisme avant n'était pas celui qu'on connaît maintenant. Aujourd'hui, en amateur, enfin dans l'amateur, on en avait parlé notamment avec Ludo. Dans l'amateur, il y a un niveau qui est top de chez top aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Mhm. Euh, et donc, du coup, voilà, aujourd'hui, on se retrouve avec des gars qui ont 20, 30 combats en amateur et c'est tout à fait normal. Mais il y a 10 ans, c'était pas spécialement le cas. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu plus de combats en amateur que la moyenne? C'était volontaire, enfin voilà, c'était quoi les raisons en fait derrière? Ben, c'était volontaire en fait, c'était volontaire pour la simple et bonne raison que euh, j'étais en fait dans les sports de combat, donc dans le MMA, j'ai commencé à faire des compétitions parce que parce que Ludo, il va pas Ludo. s'arrêter ce soir, il va pas s'arrêter, il est chaud. Donc voilà, parce qu'en fait, j'ai commencé donc les combats, on va dire, par envie de challenge, parce qu'à un moment donné, même si je voulais pas faire des compétitions, la, enfin voilà, il y a un moment donné en fait où tellement je m'entraînais, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant monter dans la cage et voir ce que ça donne. Mais comme je dis, j'avais pas de vision sur le long terme. Donc du coup, j'étais là, c'était vraiment le kiff du moment même. Donc j'avais pas de vision sur le long terme. Je me suis dit simplement, on va en faire. Et voilà, au fil des combats, on voit ce que ça donne. Et donc j'ai commencé comme ça. 30 combats en fait à l'heure actuelle, effectivement, en amateur, on peut se dire c'est beaucoup. Maintenant, je t'avoue que moi, avec le recul que j'ai actuellement, je me dis quand même les circonstances, enfin le contexte actuel n'est plus le même qu'il y avait peut-être il y a 10 ans, mais je me dis en fait que le parcours que j'ai eu, en tout cas en tant qu'amateur, je pense que c'est l'un des parcours idéaux que tout combattant pro aujourd'hui devrait en fait avoir, dans le sens où, en tant qu'amateur, comme j'étais donc à l'époque, j'allais, je faisais mes combats, je les préparais correctement.
sans trop de stress ou sans trop de pression négative, on va dire. Et je les faisais parce que je kiffais simplement. Donc, du coup, j'ai enchaîné ainsi. Je voyais mes erreurs, mes victoires s'enchaînaient. Lorsqu'il y avait donc des défauts, mais on retravaillait à la salle et on pouvait recommencer ainsi de suite. On était en amateur, il n'y avait pas trop de risques. C'était que de la bonne expérience. Et indirectement, le fait d'être dans cette optique-là et de ne pas de se dire donc, directement que je veux commencer à faire des combats pour viser le professionnalisme, on va dire ça met un élément positif, chose qu'une une personne peut-être ne peut pas avoir si d'entrée de jeu, en tant qu'amateur, pense déjà en fait à ses combats pro. Je pense que ça casse une certaine dynamique. Bon, du coup, moi, j'étais Bien donc sûr. vraiment dans l'ambiance de se dire, j'y vais parce que j'aime bien, parce que voilà, je veux faire des combats. Et pour dire vrai, s'il n'y avait pas l'esprit du challenge réel, à l'heure d'aujourd'hui, je serais encore en combattant amateur. Parce qu'en fait, j'aime bien faire des combats tout simplement. Et c'est pas le fait de se dire que je suis combattant pro qui m'a donné un kiff. Simplement qu'à un moment donné, j'avais trop de combats amateurs et on s'est dit, OK, Ulrich, c'est bien, tu combats, c'est amusant. Mais à un moment donné, si tu veux avoir quelqu'un de ton niveau, faut peut-être passer pro. Et c'est comme ça que je suis passé pro. Sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je serais encore amateur simplement parce que j'aime bien faire mes combats, simplement. Ok. Donc en gros, voilà, c'était du kiff, c'était de l'amusement et donc du coup, bah, comme on dit, quand on aime, on compte pas. Et comme C'est tu ça. étais physiquement en place et que tu te blessais que très rarement, d'ailleurs, je te souhaite de continuer sur cette lignée-là. Bah, au final, il n'y avait pas de raison de pas combattre. Et donc, du coup, bah voilà, s'il y a moyen de combattre, on combat. Et c'est vrai que à l'époque, d'ailleurs, on remercie encore Ludo de continuer son travail dans la Fédé, etc. Mais à l'époque, déjà, au niveau du Shuto et tout, il organisait énormément de tournois. Il se cassait la tête pour pouvoir organiser enfin, des galas sur le côté où justement les gens pouvaient combattre. Et c'est vrai que, voilà, tu en étais parce que bah tu répondais présent dès qu'on disait ouais les gars qui veulent combattre bah au final le qu'il était intéressé Ah ouais, clairement, c'est ça clairement, clairement. Et c'est d'ailleurs, ça qui c'est ça qui un grand explique merci à Ludo, hein. Un grand merci à Ludo. c'est- Donc, à l'époque, donc c'était pas encore la BMF à l'époque, donc du coup, c'était encore le un Chuto chuteau, Belgium, ouais. hein. Mais Mhm. vraiment, en fait, sans les événements que Ludo faisait donc à l'époque, peut-être que j'aurais jamais eu le plaisir que j'ai eu en fait jusqu'à aujourd'hui, et peut-être Bien que je sûr serais bien pas là sûr bien où je suis sûr. aujourd'hui. Donc voilà, donc sans des promoteurs comme ça, je sais pas où est-ce que j'en serais actuellement. Non, c'est clair. Et par rapport justement à tes compétences en tant que telles, qu'elles soient techniques, athlétiques ou tactiques, dans la compréhension du sport, etc., est-ce que c'était aussi une volonté de rester en amateur parce que tu te disais, voilà, le pro, ok, c'est cool de pouvoir dire un jour, je suis pro, mais à côté de ça, il y a un moment, faut que je sois un amateur correct. Est-ce que ça a été une dynamique de réflexion pour toi? Ou est-ce que, comme tu nous le disais là tout de suite, c'était juste du freestyle, du kiff, et puis il n'y avait pas plus de réflexion que ça? Non, non, il y avait en fait donc cette envie donc de vouloir me perfectionner. C'est pour ça d'ailleurs que quand je suis passé en fait donc en MMA, je gardais quand même en fait mes cours de jiu-jitsu sur le côté parce qu'évidemment tout combattant en MMA doit avoir on va dire une spécialité. Chose qu'en fait moi Merci en fait à Ludo, l'école, on te kiffe moi Ludo, t'es au top. je- C'est bon, on va arrêter parce que sinon on va s'envoyer des cœurs et tout. On va parler de Oh, Las Vegas après Ludo, hein, c'est pas fini, hein. On va parler de Las Vegas après Ludo, t'inquiète. y a rien à Las Vegas. Il s'est passé quoi à Las Vegas? Et Donc, donc oui, donc voilà, en fait, tout combattant en MMA de base, en fait, donc vient avec d'une discipline, on va dire, avec une spécialité. Moi, le petit truc que j'avais, c'est que en fait, j'ai quand même, j'avais commencé du karaté, j'étais très jeune, donc du coup, j'ai pas eu le temps de perfectionner. Donc j'ai bougé un peu partout sans avoir donc de spécialité de type. Du coup, en arrivant en MMA, ben, j'ai conservé le jiu-jitsu brésilien parce que je me suis dit, ok, il faut quand même que je maîtrise, on va dire, une discipline. Et puis au fil des combats qui suivaient, je me rendais compte qu'il fallait que je travaille, même si j'étais de base du jiu-jitsu, il fallait que je travaille plus telle chose au sol, telle chose en lutte, telle chose en pied-point. Et donc au fil des combats, je me dis, ok, en fait, il faut vraiment que je continue ainsi, en me disant que à un moment donné, en fait, un peu comme dans un jeu vidéo, il faut que toutes mes jauges en fait soient à 100%, histoire que je sois vraiment un combattant complet. Et ça, je dis vraiment, c'était encore toujours en mode amateur, hein, sans me dire que je devais en fait voir une carrière derrière. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, encore, je ne visionne pas forcément une carrière, mais voilà.
On verra ce que Dieu me préserve par après, ce que me réserve plutôt par après. Mais voilà, j'étais vraiment dans l'optique, même en amateur, de me dire, OK, c'est amusant, c'est bien rentrer dans une cage, mais au final, même si on s'amuse, on peut quand même se blesser. Le gars en face, il est quand même là, il s'entraîne aussi, donc du coup, il faut quand même pouvoir être prêt à recevoir des coups, être préparé au combat, dans des bonnes conditions et tout. Donc du coup, le fait de pouvoir en fait gérer les différentes disciplines faisait partie justement de mes préparations. Et donc au fil des combats, justement, à chaque fois qu'il y avait une erreur, ben, j'essaie de corriger avec les coachs et autres pour pouvoir justement me perfectionner. Donc tout au fil du long de ma carrière d'amateur, j'essaie à chaque fois de me perfectionner pour être sûr d'être au top, on va dire. Ok, ok. Euh, alors là, c'est une question que je te pose personnellement, mais on va la partager avec tout le monde. Est-ce que dans ta conception de ta carrière pro, si on peut appeler ça une carrière, de ton expérience pro plutôt, euh, voilà, il y a Ferris qui dit t'as des bons coachs Merci, quand même, mais Pérez. justement, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus, pas pour dire que t'as des super coachs, mais justement pour aussi voir un peu l'envers de ce côté sympa, famille, machin. Est-ce que tu penses que si tu avais été dans une autre structure et je te pose réellement la question, donc pas de tabou, on va pas commencer à, tu vois, je veux dire, voilà, on s'apprécie assez humainement que pour se dire des vérités sans Ouais. spécialement que ça n'entache notre relation. Euh, Est-ce que tu penses que si tu avais été dans un autre club qui fonctionne peut-être d'une autre manière, où justement on va te dire non, Ulrich, fais attention, va pas au charbon, préserve-toi, machin, on va essayer de gérer ta carrière, nanana, nanana. Est-ce que tu penses que ça aurait changé ta, ta, ta vision de toi-même en tant que combattant, ou est-ce que tu te dis en vérité, non, comment je l'ai vécu, pour rien au monde je le changerais. Enfin, tu vois, comment est-ce que tu le conçois aujourd'hui, tu vois, avec le recul? Ben, avec le recul, en fait, franchement, au niveau Sois de... vraiment transparent, Ulrich, hein, sérieux, hein, tu vois. Après, Ouais, si je verse une larme ou quoi, c'est pas grave, mais, mais vraiment, c'est important, tu vois. C'est vraiment important voilà, qu'on en parle franchement, de là, manière je regarde... transparente. En fait, pour dire vrai, en fait, un peu, enfin, je veux pas dire chaque jour, mais plusieurs fois, en fait, dans ma semaine, je repense On à parle tout ce bien, que on j'ai parle fait. bien de la partie amateur, hein. Ah On non, non, bien viendra sûr. sur la partie pro après, hein. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va dire, je recense un peu Qui fait un les événements. décompte? 3, 2, 1, les punchline. Non, 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 on est calme aujourd'hui, on a dit, on est calme. Non, j'hésite pas, j'hésite pas. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à chaque fois, j'aime bien, en fait, repenser au passé, que ça soit, en fait, positif ou négatif. Et j'aime bien voir, en fait, les différents éléments, les différents impacts que ça a eu sur ma vie d'aujourd'hui. Et en fait, au niveau amateur, euh, voilà, bah, comme tu sais, hein, Bruxelles n'est pas très grand. On tourne Mhm. beaucoup dans les salles. Donc, du coup, on a l'opportunité donc d'aller voir d'autres salles, de s'entraîner avec d'autres salles. J'ai voyagé également, donc j'ai eu l'opportunité donc de voir un peu l'envers du décor dans les autres salles également. Même si voilà, le fait de rester quelques semaines, ça ne permet pas de voir réellement comment les gens sont. On a quand même une certaine image. Et en fait, moi, à mon niveau, hein, en tant qu'amateur, en fait, pour pas dire toi, avec mes coachs, avec mon encadrement de coach, en fait, il y a une certaine fraternité que j'ai développée évidemment avec le fil du temps qui est passé, mais un certain contact, un certain feeling que je pense que je n'aurais sûrement pas eu en fait dans d'autres teams. Autant avec le contact, qu'autant avec donc, le fait que moi, quand je suis arrivé chez Youf, en fait, d'entrée de jeu, en fait, tous mes coachs savaient que j'étais pas forcément chaud pour faire des compétitions et on m'a pas pressé pour autant. Donc, du coup, voilà, on m'a laissé le temps de me préparer et ça s'est fait avec le temps. Voilà, c'était ainsi. Dans une autre team, enfin, voilà, que ça soit en fait une personne qui me dit on va gérer ta carrière, peut-être que ça aurait été une vision un peu trop business et ça serait mal passé. Tout comme ça aurait pu donc être à l'inverse, on va dire ok, prends ton temps et au final, peut-être qu'ils m'auront saboté parce qu'au final, j'aurais peut-être jamais fait de compétition ou peut-être que ça serait pas passé comme je voudrais. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais là, actuellement, en fait, de mon vécu en tant qu'amateur, franchement, je suis satisfait, on va dire, à 100% parce que en fait, j'ai eu une équipe autour de moi. J'ai eu des coachs en or autour de moi, des coachs qui sont limite comme des grands frères. Parce qu'en fait, tout combattant en fait qui regarde la vidéo pour le témoigner, un combattant quand il va en fait donc dans un combat, il a ses coachs donc dans son coin et ce n'est pas simplement des personnes qui sont là pour être là. Donc c'est des personnes qui sont là pour te soutenir
limite, c'est des personnes qui sont dans le combat avec toi. Et en fait, tu peux pas avoir ce genre de feeling avec n'importe qui. Tu dois développer une certaine relation avec une personne, tu dois avoir un certain contact avec la personne. Il y a tout un truc qui se crée qui ne peut pas se créer avec tout le monde, tout simplement. Et en fait, moi, justement, j'ai eu ce contact avec mes coachs. Quand je dis mes coachs, évidemment, je parle de toi, je parle de ton frère, je parle de Younes, je parle également d'Otsman. Il y a toute cette relation, on va dire, de famille qui s'est créée, qui n'aurait sûrement pas pu se créer avec d'autres personnes et qui m'aurait sûrement pas amené là où je suis avec les qualités que j'ai actuellement. Donc, du coup, à ce niveau-là, franchement, le trajet que j'ai eu en tant qu'amateur actuellement, j'en suis satisfait, mais à 100%. Moi, je te pose la question, on en a évidemment déjà parlé, mais je te pose la question pour que voilà, vous soyez aussi au courant de ce qu'il y a derrière ma question. C'est que nous, pour être franc, quand Souyouf s'est créé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Souyouf, c'est pas un business plan. Il n'y a pas eu de recherche vraiment de placement dans Bruxelles, comment on va faire pour développer machin. Pas du tout. Les choses se sont développées je vais dire naturellement, un peu comme Valon nous disait la dernière fois que au final il était passé de combattant à coach naturellement sans réellement s'en rendre compte. Et puis le jour où il s'est rendu compte qu'il avait une équipe, il a décidé de raccrocher les gants et de donner son temps à ses combattants. Bah nous dans une je vais dire à outre mesure et à un autre niveau, ça s'est aussi un peu fait comme ça parce que nous quand on a monté Souyouf, on voulait nous combattre. Et donc, du coup, on faisait du pied-point, on faisait du jiu-jitsu brésilien, et au fur et à mesure, ben voilà, des gars comme toi, comme Hakim qui est là, comme Bilal, comme Cédric, enfin voilà, j'en oublie sûrement, Younes et compagnie, qui se sont rejoints à nous pour faire du sparring, et puis qui en réalité se sont dit, bah vas-y, nous aussi on a envie de faire de la compète. Et, Là, c'est et, ça. et nous, on s'est pas dit, bah on va vous encadrer, on va machin. Nous, on partait du principe qu'on était tous sur le même piédestal. Après, il fallait bien quelqu'un qui encadre le cours. Donc, on l'a fait parce qu'on était les plus vieux et un peu plus expérimentés. Mais en réalité, on n'était pas dans un contexte de vrai, surtout moi, en fait. Surtout moi, parce que à l'époque, bah voilà, j'étais encore compétiteur et tout. À la Mhm. limite, mon frère et Younes étaient plus dans une dynamique de coach et vraiment d'encadrant. Mais, mais on s'est jamais dit, enfin, moi, tu le sais, je te l'ai déjà dit, mais on s'est jamais dit Ulrich un jour sera pro en MMA. Mhm. On n'y pensait pas parce que déjà, on n'imaginait pas avoir des pros dans l'équipe. Ça, c'est déjà une première chose. Et deuxièmement, encore moins un gars qui, quand il est arrivé chez nous, avait peur des coups. Moi, je le dis, Ulrich. Voilà, je fais pas le poète, c'est une réalité. Dossier, dossier. Je crois que quand t'es pas bagarreur et que t'es pas un inconscient, quand tu commences les sports de percussion, bah, fatalement, t'as peur des coups parce que tu connais pas, parce que tu mesures pas la réalité de l'impact et donc, du coup, bah, t'as peur. Mais en gros, voilà, tout ça pour dire, moi, personnellement, j'aurais pas parié sur Ulrich, pas parce que c'est un mauvais cheval, mais parce qu'en gros, on pariait sur personne, tu vois, on Ah non, n'avait bien sûr. aucune prétention sur personne. Et c'est pour ça que je te pose la question, et que tes combats, au final, tu les as faits parce que tu avais envie de les faire, tu vois, il n'y a rien Non, eu c'est ça, c'est derrière, ça. il n'y a pas eu de gestion de quoi que ce soit. Et à la limite, on avait plus peur que tu fasses pas assez de combats plutôt que tu en fasses trop, dans le sens où on voyait bien que tu évoluais de combat en combat. Et donc, du coup, on se disait, bah, voilà, le gars, il kiffe, il évolue de combat en combat, tant mieux. Et point, ça se limitait vraiment à ça, quoi. Yep. Donc, Ulrich, on va parler un petit peu de cette fin d'expérience amateur Mhm. euh, qui, euh, qui t'amène au final à des qualifications pour, euh, pour représenter la Belgique au niveau mondial, au niveau Mhm. international. Explique-nous tout, dis-nous tout, comment ça s'est passé, enfin voilà, comment ça a débuté déjà en Belgique, Ouais. qu'est-ce qui a dû avoir lieu pour que tu puisses accéder à cette place-là et comment s'est passée la suite. On Ouais. t'écoute. Donc, pour les championnats, donc, c'était les championnats du monde amateur en MMA qui étaient organisés donc, par l'IMMAF.
C'était en tac, tac, 2015, si je ne dis pas de bêtises, fin 2015 dans mes souvenirs. Mhm. Enfin, vers l'été 2015, juillet 2015 dans mes souvenirs. Comment c'est passé? J'avais donc des qualifications donc à faire pour pouvoir donc faire partie pardon de la team belge pour aller représenter donc la Belgique donc là-bas au championnat du monde. Donc il y avait des qualifications qui étaient organisées par notamment donc Ludovic Boulevin via donc la BMAF qui était à l'époque donc encore enfin quoique je sais plus si à l'époque c'était encore donc la Chouto déjà la Non, non, BMAF c'était déjà la BMMAF. C'était déjà déjà la c'est ça. BMMAF. Ok, voilà, c'est ça. Vu que c'était les championnats du monde IMMAF. Juste, effectivement, tout à fait, effectivement. Donc, c'était donc effectivement déjà donc la BMF à ce moment-là. Donc, j'avais des qualifications donc à faire qui sont effectuées donc alors c'était donc des tournois donc qui étaient faits en plusieurs jours en fait. Ça remonte en fait, ça remonte. Je me rappelle du tournoi, je me rappelle plus des qualifications pour te dire. Mais donc en gros voilà, il y avait des qualifications en plusieurs jours qui ont donc été effectuées. Mhm. Je m'étais qualifié donc pour les championnats. Il y avait moi et en fait il y avait également les frères Di Franco Ouais. qui finalement en fait n'avaient pas pu en fait participer à l'événement parce qu'ils ont eu des incidents en fait familiaux. Mais sinon de base Ok. on devait en fait donc aller tous ensemble en fait. Ouais, 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 Euh, exactement. donc voilà donc j'avais fait donc mes qualifications donc ici en Belgique donc avec les événements de la BMAF. Ensuite voilà comme j'étais donc toujours dans l'ambiance de se dire qu'il faut vraiment que je fasse tout au maximum correctement tout carré. J'avais décidé en fait de partir un peu moins de 2 mois avant l'événement en tant que tel. Donc l'événement se passait donc à Las Vegas. Ok. Euh, Niveau financier, je m'étais un peu préparé, mais voilà, c'était toujours un peu serré, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je m'étais un peu arrangé avec les jumeaux Di Franco, donc ils devaient également participer donc à l'événement. Eux, en fait, ils étaient partis s'entraîner. Enfin, ils étaient un peu dans la même ambiance que moi. Ils disaient qu'ils allaient s'entraîner quelques temps avant l'événement, histoire de pouvoir arriver bien frais et préparés. Ils sont partis s'entraîner en fait donc à Albuquerque, donc à la team dans le centre de John Jones. Mais voilà, c'était pas à Las Vegas même, donc du coup, moi financièrement parlant, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit que je préférais trouver, on va dire, un centre dans Las Vegas même. C'est comme ça que j'ai trouvé en fait le centre de Banderla Silva, donc le One Gym. Donc voilà, je m'étais préparé, on va dire, pour arriver là-bas. Donc j'ai passé en tout là-bas 7 semaines avant que l'événement commence. Donc 7 semaines à Las Vegas. Et Parle-nous un peu parce que je sais que tu vas vite fait le passer comme ça, mais parle-nous un petit peu de, on y arrive, Ludo, on y arrive. Mais, mais par rapport à Las Vegas, moi, je me souviens, on avait un peu cherché, on avait un peu regardé au niveau des logements, machin, truc. Enfin voilà, on était un peu en mode, il faut qu'on sache. Euh, ouais. mais par contre, Las Vegas, parce que voilà, Las Vegas, tout le monde voit les casinos, les hôtels, les machins, les trucs, ça bouge, bazar. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est un peu autre chose. Parle-nous un peu de ça, justement, tu vois. Ah ouais, c'est clairement autre chose. Hein. C'est clairement autre chose. En fait, Las Vegas, c'est quoi? Dites-vous que pour ceux qui sont de Belgique, qui connaissent un peu Bruxelles, dites-vous que Las Vegas, c'est la rue Neuve en grand. C'est-à-dire que il y a la rue Neuve, donc le grand boulevard à Las Vegas, et autour de ça, il y a du désert avec des petits coins, des petits toxicos, des casinos, certes, mais voilà, il y a juste le boulevard en soi de Las Vegas qui fait grand, voilà, on voit dans les films beaucoup de lumière, beaucoup de jeux, beaucoup de casinos, des séries d'hôtels et des nightclubs à gogo. Mais voilà, en gros c'est tout ce qu'il y a. Moi en fait j'ai séjourné donc d'ailleurs pour vous dire en dehors du boulevard, évidemment j'avais pas les moyens, dans un hôtel de jeunesse, auberge de jeunesse. Et donc voilà, en fait, moi en fait, j'étais vraiment parti là-bas en mode entraînement H24 bien préparé. Donc j'avais 2 entraînements par jour. J'aurais pu en faire trois, mais ça va être trop intense. Donc du coup, je me réveillais tôt le matin. J'avais à chaque fois donc une séance de cardio et de lutte le matin. Et puis le soir, c'était soit des séances d'MMA, soit des séances de jiu-jitsu brésilien. Donc c'était ainsi pendant 7 semaines en fait. Pendant 7 semaines, j'ai fait que ça. Il faisait Et très chaud. enfin voilà, parce que évidemment, c'est ton expérience, donc tu l'as vécu, c'est derrière toi, et donc quelque part pour toi c'est normal. Mais moi, je me mets à la place du gars qui va voir cette vidéo ou qui voit ce live et qui se dit, attends. Le gars, il est parti de Bruxelles, il a débarqué solo à Las Vegas,
il a été s'entraîner à la One Team. Euh, Quoi? Comment, comment ça se passe? T'arrives à l'aéroport, fatalement, il y a personne qui t'attend parce que à la One Team, t'es personne. Toi, t'arrives pour te préparer pour tes championnats du monde amateurs. Ok, c'est génial et l'objectif est noble, mais quelque part, à la One Team, il y a des mecs qui sont pros, il y a Wanderlei Silva qui gère le truc. On n'attend pas Ulrich. Donc toi, t'arrives à l'aéroport, t'es solo. Comment est-ce que tu le vis ce moment, tu vois? Est-ce que tu avais déjà préparé ton coup à l'avance, tu avais déjà toutes les infos, ou est-ce que tranquille pépère en mode, je vais dire pour pas faire de blagues de bas étage, mais à l'africaine quoi, tranquille, j'arrive et no stress, tu vois? C'est comment que tu vis le truc, tu vois? Ben, en fait, c'était malgré moi, malgré que je suis une personne très organisée, très structurée et autres, qui prépare correctement, j'étais vraiment un peu, en fait, je dis bien un peu, arrivé en mode à l'africaine, dans le sens où j'avais mon billet d'avion, je savais où j'étais censé dormir et je savais où j'étais censé m'entraîner, sans plus. Donc, c'est-à-dire, en fait, pour te dire, en fait, en arrivant donc à l'aéroport, donc, avant de prendre mon avion, en fait, j'avais pris un abonnement pour Internet parce que je m'étais dit vraiment, j'arrive à l'aéroport, je trouve les cartes. S'il y a moyen d'aller à pied, je vais à pied. Si on me trouve un vélo, je prends un vélo. Si c'est pas possible, ben, je trouve un taxi avec tout ça avec mon téléphone. Donc, du coup, voilà, je suis arrivé donc, à, Il y a Ludo qui vient organiser. Ceci, il est très organisé, Ulrich. je suis arrivé à l'aéroport, donc j'avais un peu galéré d'ailleurs. D'ailleurs, pour dire, j'étais occupé sur mon téléphone. Comme je te dis, hein, j'ai appris un forfait internet au cas où, mais mon forfait galérait en fait pour se connecter. Donc, du coup, évidemment, j'étais en plein aéroport, donc du coup, je me suis dit, je vais retourner dans l'aéroport pour trouver le wifi de l'aéroport. À cette époque-là, c'était encore un peu tendu. C'était un peu encore tendu avec le contexte, avec la Belgique et autres. Évidemment, j'ai la patrouille de la douane qui est venue me contrôler. La bonne chance ou la mauvaise chance faisait que sur mon passeport, c'était écrit en grand Molenbeek Saint-Jean. Donc évidemment, je me suis bien fait contrôler pendant, je crois que ça avait duré, je pense, 2 heures, parce qu'en fait, ils avaient fouillé mes bagages. Évidemment, il me fallait un visa. Le visa disait bien que je ne pouvais pas rester plus d'un mois. Et en fait, la chose est que dans mon sac, j'avais en fait une grosse valise, mais il n'y avait que des habits de sport. Du coup, les gens ils se posaient des questions. Ils se disaient, mais le gars, il vient avec pendant un mois que des habits de sport. Et en fait, il me posait la question de où est-ce que j'allais dormir. Et je connaissais pas bien. En fait, je connaissais le nom de l'hôtel, mais j'avais pas tous les détails. Donc, du coup, les gens, ils pensaient que je me foutais d'eux, en fait, tu vois. Donc, du coup, Il y a Ludo qui nous dit, imagine si tu avais été avec la team Souyouf. C'est pour ça que moi je dis, je viens pas avec toi, de toute façon, c'était clair. ouais, mais si t'es avec la team de Barbu, je crois qu'on sera encore là-bas, je crois. On sera encore là-bas, je crois. Et donc, pour dire, en fait, le fait que, voilà, j'avais le nom de l'hôtel, mais j'avais pas tous les détails. Les gars à la douane, ils me prenaient pas au sérieux. Ils ont vu Molenbeek, ils ont vu rouge. Ils m'ont gardé pendant 2 heures parce qu'ils devaient appeler des contrôles, ils devaient contrôler plein de choses. Au final, ils m'ont lâché. Et d'ailleurs, c'est même eux qui m'ont appelé le taxi, en fait. Parce qu'au final, ils ont cherché avec moi donc l'hôtel, donc l'auberge de jeunesse à laquelle je devais aller. Ils ont trouvé l'hôtel, ils m'ont payé le taxi d'ailleurs. Et je suis arrivé Ah là-bas bien, à l'auberge de jeunesse. Oh ouais, c'est parce qu'en fait, au final, ils ont stressé parce que c'est vrai, c'était encore l'ambiance un peu attentat, etc. Donc, c'était un peu de bien ce sûr. stress. Au final, ils ont vu que rien à voir. Enfin, j'étais clean en fait. Donc voilà. Et donc voilà, je suis arrivé donc à l'auberge de jeunesse. Pour te dire, c'était une auberge assez spéciale dans le sens où il y avait que des gars de passage en fait. Donc les gens ils étaient là, ils arrivaient, ils restaient 2, 3 jours, maximum une semaine et puis ils se barraient. Moi, à la fin, le personnel à l'auberge, ben, je les connaissais parce que j'étais là pour cette semaine. Donc du coup, limite c'était mes potes. Et donc voilà, c'était un paiement qu'il fallait faire en fait par semaine. J'avais une carte de crédit, heureusement à ce moment-là. Euh, mais ouais, d'ailleurs, la fin de mon séjour était très, très au compte-gouttes. Mais bon, bref, ça, c'est un détail. C'est un détail. Donc, de mon auberge de jeunesse, en fait, j'avais plus ou moins une dizaine de kilomètres. Je pense qu'il y a même 15. Un peu moins de 15 kilomètres pour arriver, en fait, au One Gym. Donc, j'avais trouvé un vélo, d'ailleurs. Donc, du coup, tous les matins et les soirs, je prenais mon vélo pour arriver. C'était plus économique, évidemment. Une fois que je suis arrivé en fait à la salle en gym, c'était en fait ils m'ont pas Ludo, il est chaud, Ludo, hein. Il est déter. Il est ouais, déter. j'essaye de vite Il pas, va nous faire j'essaie. notre live.
Donc voilà, bon, quand je suis arrivé en fait au Van Gym, en fait, j'avais déjà un peu dialogué avec eux sur Internet. Bon, du coup, j'avais déjà comme préparé mon arrivée. Donc du coup, en arrivant, voilà, ils ont vu ma tête, ils ont vu, ah oui, c'est toi, Ulrich, là, là, en discussion rapide. D'entrée de jeu, je leur ai expliqué que je préparais en fait les championnats amateurs. Bon, du coup, directement, ils ont vu les grands yeux. Ils sont un peu trop, ils ont trouvé ça comme sympa que j'aille m'entraîner chez eux. Et en fait, la chose également, c'est que il y avait Salvatore Liga, 1 an ou 2 ans avant, je sais plus trop exactement, qui était passé par là également. Donc du coup, ils avaient déjà un nom belge en tête. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé, on va dire, ma petite aventure là-bas. Je me suis entraîné donc avec des coachs là-bas. J'ai vu Vanderla Silva en fait donc pendant les au début de mon séjour, il n'était pas là, mais les 2 dernières semaines, il était donc présent. Donc tous les 2 semaines pendant mes derniers entraînements, Vanderla Silva était là. Donc c'était quelque chose quand même également de s'entraîner avec une personne voilà, Bien Vanderla sûr. Silva quand même, c'est pas n'importe qui. J'avais des bons coachs de pied-point qui étaient là-bas, donc un qui est d'ailleurs bien connu, en fait, il s'appelle Michael Costa. C'est un gars qui était donc dans l'encadrement en fait donc de la télé-réalité de l'UFC en fait quand il faisait le teuf. Je sais plus c'était quelle saison, mais il avait participé donc à une des saisons là-bas. Donc voilà, donc il y avait du personnage qui passait là-bas, donc je me suis entraîné là-bas. Comment t'as été accueilli quand t'arrives parce que bon, en amont, euh, il y a un échange évidemment de mails, il y a, tu vois, il y a un contact qui est pris en amont. Oui. Qu'est-ce qui se dit à ce moment-là? Est-ce que tu vois, tu expliques ta situation, on te dit voilà, moi je viens pour préparer les championnats du monde, etc. Est-ce qu'on te dit ouais, viens puis on verra, ou est-ce que on te dit ok, bah tu peux venir, tu intégreras un groupe en particulier ou quoi? Comment ça se passe on va dire le contact avant le vrai contact où Pour tu es le là vrai contact, oui. physiquement, le contact qui se fait par mail, etc. Comment est-ce que ça se passe, ça? Les gens sont accessibles à ce niveau-là ou... Bah, franchement, en fait, donc après voilà, c'est la seule team que j'ai fait réellement donc à l'étranger, donc c'était l'une de mes meilleures donc expériences que je ferais donc que je referais volontiers. Mais en fait, le contact était très simple, on va dire au début, dans le sens où je me suis simplement présenté en informant que j'aimerais en fait passer pendant quelques semaines chez eux et m'entraîner chez eux pour savoir dans un premier temps au niveau des tarifs, parce qu'en fait à ce moment-là, j'étais encore donc dans on va dire, ma petite étude de prix pour faire la comparaison avec à Albuquerque pour voir si c'était Mhm, préférable d'aller là-bas ou chez eux directement. Donc c'était un contact très simple en fait au début, simplement donc je leur ai seulement expliqué que je venais chez eux pour m'entraîner. Donc ça a commencé comme ça. Et en fait, ce n'est qu'une fois arrivé sur place que je leur ai expliqué concrètement la raison de ma présence. Et d'accord. en fait, il y a rien, enfin, il n'y a pas eu en fait un truc très particulier dans le sens où en fait une fois que je suis arrivé il m'a présenté en fait au coach quand même en fait il m'a présenté aux 2 coachs donc au jiu-jitsu brésilien aux 3 coachs pardon de lutte et de pied-point. Au début j'ai commencé le cours avec eux en fait comme ça en fait ils m'ont laissé comme ça pendant presque 2 semaines quand même. En soi ça me dérangeait pas parce que moi j'étais donc dans les cours je participais aux cours et ainsi c'était ainsi donc pendant 2 semaines ils m'ont laissé comme ça et en fait, je m'étais pas rendu compte tellement j'étais dedans, mais en fait, ils s'amusaient individuellement à m'observer en fait, pour voir comment est-ce que je travaillais. Ok. C'est à partir de la troisième semaine qu'ils sont venus vers moi individuellement à chaque fois en disant comme quoi, voilà, vu que tu prépares le championnat, on va te faire travailler les compétiteurs. Et c'est comme ça qu'à partir de la troisième semaine, en fait, j'ai commencé à rouler avec les compétiteurs. Et j'ai commencé donc à chaque fois les matins à venir un peu plus tôt pour travailler avec les compétiteurs. Et j'avais un jour en plus le week-end pour venir travailler que des sparring. Et c'est comme ça que j'ai tourné. En fait, c'était vraiment un contact très amical. En fait, malgré le fait qu'ils ont pris comme 2 semaines à m'observer, par après, en fait, d'eux-mêmes, ils sont venus vers moi sans rien demander, on va dire, en plus, en fait, tu vois. Mhm. Ils sont vraiment venus d'eux-mêmes en disant comme quoi, voilà, on va te suivre. Et c'est comme ça que j'ai fini ma préparation avec eux. Ok, super. Top, 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 Ils top. m'ont mis bien, on peut dire. Ouais. Parce que quelque part, c'est bien ce que tu dis, hein, c'est intéressant. Alors, il y a quelqu'un sur le live qui demandait est-ce que tu parlais anglais à ce moment-là quand tu arrives? Donc déjà, est-ce que tu avais une facilité avec l'anglais à ce moment-là ou est-ce que tu étais en mode Google Traduction? À ce, moment- à ce moment-là, j'étais pas, enfin, je dialoguais l'anglais, comme on dit, l'anglais des rues, l'anglais football. Donc vraiment, j'alignais quelques phrases, sans plus. L'anglais des Maintenant, hooligans. exactement, j'alignais des phrases. Euh, mais l'avantage, en fait, c'est que donc avec le contexte dans le sport de combat, on peut avoir des conversations très courtes et c'est fort explicatif, en fait. Donc du coup, je parlais pas beaucoup, mais je me faisais fort comprendre.
Et au fil des semaines qui passaient, ben, évidemment, allez, il y avait des plus importants, des dialogues plus importants. On se voyait après les cours, donc du coup, on allait boire un coup. Et donc là, il y avait des discussions. Et d'ailleurs, en fait, pendant ce séjour, j'ai fort amélioré mon anglais. Donc de base, je suis arrivé avec un anglais très moins cher. Et tout s'est bien passé, en fait, simplement. Top, super. Pour info, Ulrich est pas congolais, hein, Ludo. Donc le Lingala, même si Van der Silva parlait Lingala, ça lui aurait pas servi des masses, quoi. Il Euh, vient du Bénin, Ludo. Il est parti avec moi à Las Vegas, il sait pas de quelle origine je suis. Ah non, on va y arriver, on va arriver là-dessus, on va arriver là-dessus. C'est la prochaine étape. Juste par rapport encore donc voilà, à cette rencontre avec cette team, cette team aux États-Unis à Las Vegas. Euh, donc tu nous dis voilà, donc tu arrives. Alors il y a une période tampon pendant laquelle on, on te check, hein, on te jauge un peu pour voir si quelque part tu mérites entre guillemets C'est qu'on ça. s'attarde sur toi et qu'on t'encadre ou pas. Voilà, tu passes ce test indirect parce qu'en réalité on t'a pas testé, on t'a juste analysé. C'est ça, Euh, c'est bien ça. une fois que ça c'est fait, ici dans les commentaires, je sais pas qui nous a demandé, et je voulais justement te poser la question par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que tu te dis par rapport au niveau? Est-ce que tu te dis, waouh, purée, en vérité, moi je suis largué, enfin on est largué en Belgique, ou est-ce que pas du tout? Tu te sens à l'aise avec les mecs qui sont, je veux dire, à équivalence au niveau, enfin, amateur, tu vois, des amateurs confirmés. Comment tu te Ouais. sens? Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te dis, ah, il y a quand même du taf, quoi? En fait, je me sentais relativement bien parce qu'en fait, donc la différence n'était pas flagrante. Donc, il y avait beaucoup en fait une différence au niveau de la mentalité. Donc, avec les compétiteurs, je me rendais compte que certains, en fait, en pied-point, n'étaient pas plus à l'aise que moi. Pourtant, c'était en fait des pros déjà à l'époque. Et qu'une fois en fait arrivé en lutte, évidemment, ils me dominaient parce que en fait, la plupart des gars là-bas donc étaient forts en lutte. Et puis en fait, c'est comme ça en fait qu'ils arrivaient en fait à gagner leur combat, par exemple. Tout comme à d'autres moments, je tournais avec d'autres personnes et je me rendais compte qu'en fait, j'arrivais quand même en fait, ils arrivaient à dominer en lutte. Une fois arrivé au sol, tout ce qui est en fait jiu-jitsu, position, clé de soumission et autres, j'arrivais en fait à faire des techniques que je faisais peut-être pas forcément en fait donc ici en Belgique. Donc du coup en fait, il y avait vraiment une différence, on va dire donc avec différents individus, mais la grande différence était plus au niveau mental qu'au bagage technique. Parce qu'en fait, quand même j'arrivais donc à prendre des techniques, par exemple pour te dire, je prenais un gars en guillotine, le gars ne tapait pas. Et je me disais, mais Hmm. enfin, je sers là quand même. Tu vois, je Ouais. crois qu'il respire plus là, qu'est-ce qui se passe? Mais le gars tapait pas. Et c'est là que je me suis dit, ok, en fait, il y a un moment donné, en fait, on pense toujours que voilà, à un moment donné, les gars, ils ont plus de bagages, donc ça veut dire qu'ils sont waouh. Mais en fait, même un gars pro, en tout cas là-bas, de ce que j'ai vu, il pouvait avoir des lacunes en anglaise, il pouvait avoir des lacunes au sol, il pouvait se faire prendre en soumission, et rien que parce qu'il ne voulait pas taper, parce qu'il se disait qu'il n'allait pas taper, il pouvait en fait justement sortir d'une soumission comme ça. Donc du coup voilà, moi à ce moment-là, j'ai pas tant été fort dépassé. C'était vraiment en fait au niveau du mental que j'ai vu qu'ils accrochaient en fait simplement. Ok. Il y avait une espèce de, 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 de détermination à pas lâcher, même à l'entraînement, en fait. Exactement, c'est vraiment ça. Que nous, enfin, je vais dire nous au sein de la team Souyuf, parce que je vais pas dire nous en Belgique, ça n'aurait aucun sens, parce que chaque team fonctionne d'une certaine manière. Mais c'est vrai que Ouais, nous, au sein de la team Souyuf, on a plus tendance à, à défendre l'idée que, OK, à l'entraînement, si le gars en face ne tape pas, si toi tu sais que tu as placé ce que tu devais placer et que tu sais que tu peux aller au bout, lâche-le parce que de toute façon, voilà, ça sert à rien de blesser c'est un ça. partenaire d'entraînement. Alors que Ouais. là-bas, c'était peut-être différent. Il fallait peut-être aller jusqu'au bout du bout. Fallait aller chercher les limites, quoi. C'était Mais peut-être ça c'est vraiment ça. le. Et c'est Ouais. vraiment ça. Et puis en plus, la chose également que, oui, que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, même les amateurs étaient dans cette ambiance. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à la grande différence évidemment de chez nous, enfin je dis chez nous en Belgique, mais même partout en Occident, euh, un amateur, on va dire, il analyse et en fait voit déjà au loin sa carrière pro. Donc Mhm. du coup, en fait, Mhm. ils sont très pros dans leur amateurisme.
Et donc, du coup, dans cette ambiance-là, en fait, ils se disent, OK, ben non, en fait, je lâche pas, même si je fais mal, je lâche pas. Et donc, du coup, c'est cet état d'esprit-là qui fait qu'ils forgent leur mental et qu'en fait, au final, même malgré leurs lacunes, même en tant qu'amateur, les lacunes, que ce soit donc en pied-point au sol, le fait qu'ils vont se dire, non, OK, je suis dans l'ambiance, même si je suis en amateur, je suis dans l'ambiance pro, il faut que je reste dans cette ambiance-là, ça va les permettre donc de garder le cap et de continuer en fait à progresser et de ne pas taper sur le moment où ils pourraient taper, en fait, simplement. En fait, le mindset à l'époque déjà était celui qu'on peut retrouver aujourd'hui chez certains amateurs. Je pense notamment par exemple, un gars comme Nadi, qui en réalité est encore amateur, mais fonctionne déjà comme un pro clairement. C'est ça. Enfin, parce que voilà, parce qu'il a des qualités techniques, parce qu'il a du talent et parce qu'il a ce mindset pro, tu vois, Exactement. qui Exactement. était pas le cas, pour nous à l'époque, parce qu'on était dans le pur amateurisme, quoi. Ok, ok. Tout à fait. Euh, donc, on en arrive à ce fameux moment où tu n'es plus seul et où la compétition s'approche, la date de la compétition s'approche et tu es rejoint. Par qui es-tu rejoint et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Explique-nous. On veut tout savoir maintenant. Ça y est, c'est maintenant que les dossiers sont déposés. Comme, comme, comme on dit, il y a une phrase type. Ce qui se passe à Las Vegas reste à Vegas. Non, 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 non. Ici, on est sur le live de Ulrich Agbessi et on veut savoir ce qui s'est passé à Las Vegas. Ah ouais, j'ai oublié un détail. Mon blaze de X veut dire qu'en fait, à des moments donnés, je peux le dire pour pas parler, tu vois. Donc là, je peux pas parler. Non, non, mais en gros, en fait, là, franchement, en fait, on fait tout un cinéma, mais il s'est rien passé, hein. Donc, Trop facile. C'est trop facile. j'ai été rejoint par notre cher président de la BMAF, donc Ludo Boulma, qui m'a. Président et head coach de des combattants qui représentaient la Belgique à ce moment-là, hein, faut dire. Exactement, exactement, Tu vois. exactement, tout à fait, tout à fait. Donc c'est lui qui m'a rejoint, qui m'a épaulé donc dans mon aventure de cette belle expérience donc du championnat donc international du monde des MMA. Donc il m'a rejoint donc quelques jours avant le début de l'événement, hein, donc pour tout ce qui est donc paperasse, pesée et autres. Et donc que dire il m'a rejoint et l'événement a commencé. Donc il te rejoint combien de jours avant l'event? C'était 48 heures, je pense. 48, il m'a Ok, rejoint un peu donc 48 ouais, heures avant donc l'événement. deux jours avant le début de l'event, le C'est ça, temps de mettre tout en place au niveau administratif, etc., c'est ça. d'aller valider l'inscription, machin. Comment ça se passe au niveau de la pesée, par exemple, tu vois? Parce que voilà, c'est un événement amateur. Mais au niveau des pesées, comment ça se passe? Parce qu'on sait bien qu'il y a une culture, on en parlait avec notamment Emran la dernière fois, il y a une Ouais. culture du cutting chez les Américains que nous, en Europe, on a beaucoup moins. Euh, Comment ça se passe à ce moment-là? La pesée se fait combien de temps à l'avance? Est-ce que toi, tu fais un cutting? Enfin voilà, explique-nous un peu à ce niveau-là comment ça se passe. Ah bah, en fait, au niveau de la pesée, donc comment ça s'est passé? Ben, c'est simple. Donc 24 heures avant l'événement, il y avait une première pesée. Donc en fait, c'était en fait la dernière étape de la petite paperasse pour l'inscription en fait, pour Mhm. s'assurer justement que toutes les personnes des catégories avaient le poids de la catégorie, donc pour pouvoir Ok, valider donc l'inscription. Je vais pas te dire de bêtises, donc je me souviens plus donc de la tolérance qu'il y avait donc le jour avant, mais voilà, il y avait une petite tolérance les 24 heures avant l'événement en question. Ceux qui n'étaient pas au poids, donc avaient le temps de courir ou de perdre le poids, ou sinon ben, ils étaient disqualifiés directement. ok. Moi, ben, les 24 heures avant, ben, j'étais très bien en fait, parce qu'évidemment, oui, pour remettre dans le contexte, l'événement s'est passé quand même en fait en plein été, donc il faisait bien chaud en fait donc à Las Vegas. Faut oublier que Ouais, c'est quand tu dis bien chaud, en termes de température, on ça avoisinait montait quoi? c'était en moyenne 37 degrés. Hein. D'accord, C'était une ok. moyenne de 37 degrés, avec un soleil qui tapait bien quand même fort. Donc du coup, ça montait assez vite. Et moi, de manière générale, en fait, j'ai assez facile à perdre de manière générale, en fait. Donc du coup, avec la chaleur, ben, je perdais beaucoup d'eau, évidemment. Ce qui fait que moi, les 24 heures avant, ben, j'étais très bien, en fait, au niveau du poids. Euh,
Ah ouais, donc voilà. Donc Ludo précise, il y avait aucune tolérance les 24 heures avant. Il y avait juste 1% de tolérance en fait par après. Donc voilà, donc les 24 heures avant, j'étais donc au poids, sans problème. Il y avait donc une deuxième pesée le jour de l'événement. Et donc Mhm. chaque jour, en fait, chaque jour où tu combattais, ben, tu avais 1% de tolérance, en fait, simplement. Ok. Donc voilà. Donc en gros, c'est quand même assez bien encadré parce que ça veut dire du coup que le mec qui a l'habitude de faire des cuttings de malade mental, en fait, il peut pas tenir sur le long terme par rapport au tournoi, quoi. Parce que le Effectivement. lendemain, il est repesé et il peut pas avoir récupéré 10 kilos, quoi. Ah voilà, c'est ça, effectivement, Ok. effectivement. Donc pour toutes les personnes qui, évidemment, qui font des gros cuttings, effectivement, c'est vrai qu'en Amérique, ils sont très pros dans cela. C'était plus compliqué. Évidemment, c'était compliqué pour ne pas dire impossible, en fait, vu qu'avec 1% Mhm. de tolérance, c'est fort compliqué de fort cutter et de rattraper directement le lendemain. Donc ça, à ce niveau-là, c'était bien encadré. Donc il y avait vraiment un bon suivi à ce niveau-là. Ben, le lendemain, ben, moi, j'étais bien aussi au niveau de mon poids. Donc à ce niveau-là, donc j'avais pas de souci en fait. Au niveau du poids, c'était Ok. carré. C'était mieux carré. Ok. Une fois, donc on arrive doucement, doucement au combat. Une fois la pesée effectuée, etc. Fatalement, on connaît un peu maintenant le milieu. Hein. Tu croises différents combattants. Il y a toujours ce questionnement qui se fait de ah lui il est dans ma caté, machin, truc. Comment est-ce que tu le vis ce moment-là? Est-ce que tu te dis je suis à ma place? Ou est-ce que tu commences à douter, ce qui est parfois un moteur, hein, mais voilà, comment est-ce que toi tu le vis à ce moment-là? Bah, c'était assez compliqué. D'une part parce que en fait, habituellement, j'ai toujours en fait, parce que voilà, j'ai quand même fait donc énormément de tournois, on va dire en Belgique, dans ce genre d'événements. Donc du coup, évidemment, en temps normal, j'observe des combattants, je me dis ah ouais, c'est peut-être lui. Finalement, non, c'est peut-être pas lui. J'observe un peu. Là, à ce moment-là, en fait, j'étais un peu ailleurs. J'étais un peu ailleurs parce que T'étais à Vegas. j'étais à Vegas, de un. Non, mais on s'en rigole, mais c'est ça, j'étais à Vegas. Ah Je vais éviter les détails, mais voilà, c'était comme dans un environnement hôtel-casino, donc voilà, il y avait l'ambiance. ouais. Non, non, mais tu vas me Euh, donner des détails, hein. à- Vas-y, continue. donc voilà, je disais, voilà, ambiance. Et mis à part cela, en fait, j'avais, Vélan, toi tu me connais évidemment, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, dans un environnement sport, malgré voilà que je suis une personne de manière très calme, en général très calme, très souriante, etc. Dans un encadrement de sport, surtout quand il s'agit de combat, j'ai le côté émotionnel qui joue beaucoup. Ce côté émotionnel, en fait, c'est un peu ce qui me donne ma force en temps normal, parce que je l'appuie de mes partenaires, de mes coachs et autres, tous ceux qui me donnent de la force. C'est une pression, en fait, mais c'est une force en même temps. Et en fait, là, à ce moment-là, j'avais un mélange de tout ça. D'une part, parce que j'étais loin de chez moi, donc j'étais loin de ma famille. Malgré le fait que j'avais mes soutiens à distance de mes partenaires, de mes coachs, de mes potes, ils étaient loin quand même. Là, Ludo était présent et je le remercie encore parce que donc il m'a fort soutenu également. Mais c'était la première fois également que j'avais Ludo dans mon coin. Et comme je disais en fait donc un peu plus tôt, euh, avoir une personne dans un coin, il faut vraiment en fait connaître la personne et avoir un certain feeling pour être à 100% posé avec la personne. Et du fait que moi j'étais un gars qui joue fort sur les émotions, ça m'a beaucoup impacté on va dire. Donc, du coup, j'ai toute cette période du OK, je suis là parce que je le veux, je suis là parce qu'il y a un challenge, mais je suis un peu mal à l'aise quand même parce qu'il y a tout cet environnement qui n'est pas le mien, cet environnement que je ne connais pas réellement et un décor que je ne connais pas en fait au final. Donc, du coup, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu perplexe. Et voilà, donc en fait, j'étais donc vraiment dans un flou, on va dire. J'avais beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments en même temps et j'étais pas très à l'aise en fait. J'étais pas très à Mhm, l'aise. mhm. Ouais, tu étais un peu dans une situation où t'avais pas le contrôle habituel que tu peux avoir avec fatalement un encadrement, avec la famille, avec bah, les coachs, les C'est ça. partenaires d'entraînement. Voilà, tu étais un peu esselé et ça t'est, en fait, en gros, ça t'est tombé dessus au moment où tu t'es retrouvé dans la période où tu allais aller combattre. Parce que pendant les semaines qui précédaient, quelque part, tu avais une ambiance club,
avec des coachs, avec des nouveaux partenaires d'entraînement. Alors, c'était pas les habituels, mais tu C'est avais ça. quand même cette ambiance-là. Et puis là, d'un coup, malgré toute la bonne volonté de Ludo, et heureusement qu'il était là parce que voilà, c'est un gars, qui est humainement, c'est un gars génial. Et en plus de Ouais, tout à ça, fait, tout à c'est fait. quelqu'un de très compétent. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas remplacer toute une équipe et, et, C'est ça. et toute une famille. Donc, fatalement, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'imagine bien que ça devait être spécial dans ta tête. Mm. Est-ce que, donc, tu te pèses, tout est fait, machin et tout, et puis je suppose qu'à un moment, on t'appelle, où Ouais, on c'est te vrai. donne une heure, où on te donne une heure de combat. Je sais pas comment ça s'est En passé. fait, donc, il y avait donc une feuille de carte donc préparée avec donc un ordre de passage. Donc, du coup, Mhm. donc c'était détaillé. Donc, je savais plus ou moins dans quelle tranche horaire j'allais. Enfin, allez, j'avais une tranche donc d'une trentaine de minutes pour savoir donc à quel moment principalement j'allais passer. Il y avait également donc des gars dans l'encadrement qui tournaient autour de moi pour dire voilà, ok, on est à tel combat, tel moment, tel combat pour me prévenir en fait simplement de quand est-ce que ça allait Ok. être mon coup. Donc à ce niveau-là, voilà, l'encadrement donc était bien fait, donc on savait plus ou moins vers quelle heure je devais tourner. Il y avait des gars qui venaient nous le dire à chaque fois, donc voilà. Et ouais, donc à un moment donné, ben, c'était mon tour. C'était mon tour. Je rentre dans la cage. Tu C'était, savais qui tu combattais ou pas du tout? il y avait, en fait, il y avait le nom. Il y avait le nom. Mais évidemment, le côté amateur fait tellement bien les choses qu'au final, un nom d'amateur, tu sais pas Ouais, ça faire sert pas à grand-chose. grand-chose, ouais. C'est ça. Bon, du coup, mais d'ailleurs, c'est pour te dire que c'est un nom que je vais pas oublier. C'était Orlando Jiménez. Donc, c'était un local. Enfin, un local. Il était originaire de Colombie ou du Pérou, je sais plus trop, mais en tout cas, il vivait en fait aux États-Unis. C'était un local, un lutteur. Je me rappelle encore en fait donc des trois rounds d'ailleurs. Je me rappelle les trois rounds que j'ai passés. Euh, C'était en fait à chaque fois des rounds où on s'échangeait fort debout. Puis en fait, ça arrivait très vite au sol. Il m'a amené au sol parce qu'évidemment, c'était un lutteur, donc il avait facile à m'amener au sol. Une fois que j'arrivais à me relever, ben, c'était rebelote. On échangeait quelques coups, puis il arrivait à m'amener au sol. Et c'était un peu ainsi pendant en fait donc les trois rounds. Et en fait, comment s'est passé ce combat? Ben, euh, habituellement, hein, comme je disais, hein, donc je parlais donc, de mes émotions. Je disais en fait, je puisais donc dans ces émotions, je puisais donc la force pour pouvoir à un moment donné sortir, on va dire le monsieur X que tout le monde connaît lorsque je fais mes combats. Mhm, Donc on va dire mhm. ce petit bonhomme avec plein d'énergie qui ressort en une fois. Et en fait, là, j'avais tellement d'émotions en même temps, tellement de trucs dans tous les sens. J'étais tellement je vais pas dire mal à l'aise, mais c'est tout comme que ce petit monsieur X n'est pas sorti à ce moment-là. Ce qui fait que voilà, la rage que je devais donc avoir pour pouvoir justement dominer le combat ne s'est pas passée. Le gars en face, ben, évidemment, était préparé, a mis sa stratégie en place, chose que moi je n'ai pas su faire. Et voilà, les trois rounds sont passés ainsi et ce Je combat reviens fut. juste sur ce que Ludo nous écrit là. Euh, Ouais, il nous dit donc il a dominé son combat, l'adversaire était juste plus stratégique. Alors il y a deux choses ici dans ce que tu nous dis, Ludo. Euh, Est-ce que du coup, quand tu dis il avait dominé son combat, tu parles de Ulrich ou de l'adversaire? Et toi, Ulrich, est-ce que tu as ressenti réellement la stratégie en fait du mec qui était là pour gagner? Parce que moi, j'ai vérifié sur le moment, etc. Ben, évidemment, on suivait en live et je sais que le gars a été en finale. Euh, Est-ce que ce gars-là, quand tu l'as combattu, tu t'es dit, waouh, en fait, les mecs, ils ont préparé le tournoi de manière à passer chaque étape l'une après l'autre, bien stratégiquement? Ou est-ce que tu l'as pas ressenti? Enfin, non, non, je l'ai clairement ressenti. Je l'ai clairement ressenti. Et je pense que c'est peut-être un avantage donc du fait que j'ai su faire quand même un grand nombre de combats amateurs. Donc du coup, j'ai quand même su, malgré le fait que j'ai pas su démarrer comme je le voulais dans le combat, j'ai su en fait donc analyser quand même le combat. Et je voyais très bien que le gars savait ce qu'il faisait. Donc il savait très bien qu'il devait prendre ses distances, qu'à un moment donné, qu'il y avait trop d'échanges debout, il savait très bien qu'il devait donc aller au sol. Parce qu'évidemment, en MMA, à un moment donné, un gars qui se laisse surmener debout et qui au final mhm. arrive à amener l'autre au sol, ça marque quand même plus de points évidemment. Donc non, le gars, je voyais très bien, il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien qu'il ne devait pas prendre trop de coups. C'était son premier combat également, il devait pas Mhm. prendre trop de coups, il devait être très stratégique, m'amener au sol.
et dominer ainsi. Donc, du coup, c'est ce qu'il a fait, en fait. C'est ce qu'il a fait. Dès qu'il y avait trop d'échanges, il allait au sol et c'était ainsi. Voilà, c'est ce que Ludo confirme. Hein, donc voilà, par rapport au combat, d'après Ludo, bon, évidemment, il est parti pris Ludo, mais moi, j'aurais tendance à le croire parce que après, j'ai été vérifié, t'imagines bien, hein, en coach et en partenaire et en ami, en frère, j'ai été vérifier un peu le gars, qu'est-ce qu'il a fait, machin, sur le reste de la compète, et effectivement, je me suis rendu compte que il avait vraiment préparé stratégiquement son tournoi et pas son combat. Et donc, du coup, toi, c'était pas le cas. Alors après, nous aussi, c'était une nouvelle expérience pour nous. On a préparé ça comme on pensait le préparer au mieux. Tu as été aux États-Unis et tu as fait ton expérience de prépa. Et moi, j'aurais tendance à dire un truc. Moi, personnellement, euh, cette expérience que j'ai vécu avec toi à distance et c'était compliqué parce que on n'avait pas l'habitude non plus en fait de laisser partir quelqu'un comme ça combattre. Euh, Moi, je me suis rendu compte d'un truc. On en avait parlé hein, déjà, mais il y a combattre, il y a aller au combat et il y a aller pour gagner. C'est deux choses qui sont différentes en fait. C'est vraiment deux choses qui sont différentes parce que quand tu vas pour combattre, tu vas pour te faire plaisir et tu y vas pour, comme on dit, la beauté du geste, tu vois. C'est ça. Alors que quand tu vas pour gagner, parfois tu fais des trucs moches, mais c'est pour gagner. Et donc j'ai vraiment l'impression que toi tu t'es retrouvé dans cette situation-là en fait sur ce championnat du monde. Toi tu y allais pour la beauté du geste et tu t'es retrouvé face à des gens qui étaient là en fait pour gagner. Ouais, c'est Et ça. donc voilà, au final, bah félicitations à toi quand même pour l'expérience, Merci. Merci. pour l'avoir fait, parce qu'en réalité, on sait très bien que derrière, quoi que tu fasses, il va y avoir de la force et il va y avoir évidemment des gens qui vont se gargariser d'une défaite, qui vont machin, qui vont truc. Mais voilà, on sait tous très bien que quand tu fais pas, tu sais pas. Et quand tu fais, eh ben derrière, tu sais ce que tu as fait. Et donc voilà, rien que pour clôturer sur cette partie amateur qui était en réalité ta plus grosse partie de carrière sportive jusqu'à présent, moi Mhm. je te dis félicitations, je te le dis voilà, parce que t'as été jusqu'au bout du truc dans l'amateurisme. Euh, C'était important pour moi que sur ton live, on fasse vraiment un zoom sur la partie amateur parce que je pense, moi personnellement, et c'est moi qui gère mes lives, donc je fais ce que je veux, c'est comme ça. Mais voilà, je pense très sincèrement que j'ai axé ça exprès sur la partie amateur pour la simple et bonne raison que c'est dans ta phase amateur que réellement tu t'es découvert en tant que combattant. Le reste, c'est du sport et c'est du kiff aussi, mais j'ai quand même l'impression que tu as beaucoup moins appris sur toi. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup plus appris sur toi et sur moi pendant ta période amateur que pendant ta période pro, même s'il y a énormément de choses à dire par rapport à la période pro. Mais voilà, c'est un autre contexte. Donc, tu passes en pro, entre guillemets. Alors, c'est très marrant hein, de dire tu passes en pro comme si à un moment, tu avais signé un truc et c'est bon, il y avait les milliers de dollars qui tombaient, tu vois. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que des propositions que tu refusais, bah, tu commences à les accepter. C'est aussi C'est ça. simple que ça. Ouais, c'est ça. Euh, on va vraiment passer sur ta partie pro en je vais pas dire en vite fait parce que ce serait te manquer de respect, mais on va pas s'étaler sur chaque combat évidemment parce que ce serait une perte de temps. Moi, j'ai juste envie de te poser la question. Alors voilà, dans ta carrière pro, il y a des victoires, il y a des défaites. Aujourd'hui, il y a plus de défaites que de victoires en pro euh, à ton palmarès quand on te connaît, qu'on connaît tes qualités, parfois on a un peu du mal à comprendre. Euh, Toi, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Alors évidemment, nous, on en a déjà parlé. Je te pose pas la question moi personnellement. Je te pose la Mhm. question comme n'importe qui sur ce live ou n'importe qui regardera cette vidéo par après pourrait te poser la question. Comment est-ce que tu peux expliquer que, bah, voilà, aujourd'hui, quand on regarde ton palmarès, il y a malheureusement plus de rouge que de vert. Euh, Dis-nous.
Comment je pourrais l'expliquer? C'est l'envie du challenge, on va dire, qui a, à un moment donné, en fait, donc, à force de vouloir trop faire, a un peu eu donc, des impacts négatifs à ce niveau-là. Dans le sens où, il faut savoir que quand est-ce que j'ai commencé à faire officiellement des combats pro? Tac, 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 tac. Je trouve que c'était c'était il y a pas si longtemps que ça, en fait. Donc, il y a peut-être 3-4 ans, je pense que j'ai commencé donc à faire des combats pro. Mais voilà, ceux qui pourront voir, en fait, dans mon palmarès, j'ai également des combats amateurs, enfin, en tout cas, du temps où j'étais amateur, qui sont repris également sur mon Sherdock en tant que pro. Alors, pourquoi? Simplement parce que, mais à un moment donné, comme tu as dit, hein, on avait donc des propositions qui étaient à l'appel, qui tombaient, qui tombaient, qui tombaient, on en refusait. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, autant accepter, autant voir qu'est-ce que ça donne, et challenge, on y va. Le truc, c'est que certains promoteurs n'étaient pas honnêtes. Donc, je me suis retrouvé à un moment donné face à des gars qui étaient pros pendant que j'étais amateur. Du coup, évidemment, à ce moment-là, ces combats étaient répertoriés directement dans mon Sherdog, malgré le fait que j'étais amateur. Dans d'autres cas, ben, évidemment, l'envie de combattre fait que j'acceptais un challenge, malgré le fait que sur papier, le gars était beaucoup plus expérimenté que moi. Mais voilà, le fait que j'avais envie me donnait en fait donc, la conviction de vouloir tester et de partir à l'aventure pour voir ce que ça donne. Parce qu'au final, même dans une défaite, on arrive toujours en fait à rebondir et apprendre de nouvelles choses pour pouvoir mieux progresser par après. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit que moi j'étais à chaque fois qu'on me proposait un combat qui paraissait intéressant, malgré le fait que le gars était soit déjà professionnel avant que je le sois, ou parce qu'il était déjà plus expérimenté que moi. Voilà, la soif de vouloir donc participer à un combat faisait que je me lançais, tout simplement. Et alors, pour entrer dans les détails également, j'ai aussi des combats sur mon Sherlock qui sont repris des combats de Pancras. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pancras, donc c'est la variante du MMA en France. Parce qu'en France, donc à l'époque, le MMA, donc bon, là, actuellement, il a été légalisé tout récemment, mais à l'époque, il n'était pas encore légalisé. Donc du coup, ils avaient une variante qui était en fait du grappling. En fait, simplement, c'est du pied-point debout et au sol, c'est du grappling. À ce moment-là, donc j'ai de nombreux combats également qui sont répertoriés à ce niveau-là, malgré le fait que j'étais à ce niveau-là encore amateur. Mais à leur niveau, ils considéraient que c'était donc déjà du professionnalisme, en fait, des combats pro. Donc du coup, voilà. Le fait que je voulais en fait donc enchaîner les combats, challenge, on fait qu'à un moment donné, Et puis, j'ai des aventures. comme dit Ludo, tu n'es pas, enfin, voilà, je pense que tu es trop humble que pour le dire comme ça, euh, à la différence d'autres combattants, mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte, chacun voit la chose comme il a envie de la voir et la pierre ne doit être jetée à personne. Euh, Tu combats pour combattre. Tu n'as jamais combattu en te disant, voilà, moi, je vais me faire une carrière, moi, je vais me faire ci, moi, je vais me faire ça. Tes projets de vie étaient et sont ailleurs. Et en fait, les expériences, tu les prends parce que tu kiffes le sport et point à la ligne. Il y a, comme tu disais là tout de suite, gagné et perdu. Moi, j'ai envie de souligner un combat que, en fait, j'ai surkiffé en réalité parce que c'est vraiment un grand moment pour moi dans ma vie de coach d'amis et de partenaires. C'est ce combat que tu fais contre Lassane Diage, Diage, je pense, c'est ça, hein, Oui, c'est ça, euh, DH. Ouais. que, que tu perds à la décision partagée. Euh, pour le même prix, tu le gagnes. Pour le même prix, c'est un match nul. Pour le même prix, tu le perds. Le résultat importe tellement peu. En réalité, quand on voit le combat, on comprend ce qu'on est en train de dire là maintenant. C'est du Mhm. cœur, c'est de l'envie, c'est de la beauté du geste, quoi. Et là, il y avait un gars en face qui était pareil, qui était aussi là pour la beauté du geste, qui calculait rien. Mhm. Et voilà. Et Ludo nous dit, moi, c'est le combat contre Malik. C'est vrai que ce combat contre Malik en Ah ouais. amateur était génial aussi parce qu'il était aussi plein d'intensité. Et encore une fois, Malik, c'est aussi un gars qui calcule pas. Il va au charbon et voilà, il Ouais. combat et se fait plaisir. Chaque combattant est différent. Tu vas avoir des gars qui vont être plus dans le calcul et c'est tout à leur honneur parce que voilà, ça peut marcher aussi. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a combattre Mhm. et gagner. C'est deux objectifs qui peuvent être liés, mais qui parfois ne le sont pas. Et Tout toi, à te fait. concernant, je pense que voilà, le destin a fait que
la victoire ne rimait pas spécialement avec la beauté du geste. Euh, mais ce qu'on retient jusqu'à présent, et c'est ce que, en règle générale, les promoteurs disent, c'est voilà, on veut Ulrich parce qu'on sait qu'il va se passer un truc, quoi. Donc, au final, euh, voilà, chacun jugera et chacun statuera sur qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que je Mhm. préfère être un combattant qui a X victoires et aucune défaite, mais que je suis lourd à mourir et qu'en réalité les gens ils ont pas envie de me voir, ou est-ce que je préfère être un combattant qui donne du spectacle, qui donne envie aux gens de venir voir l'événement, au risque de me mettre dans la difficulté et de perdre. Voilà, ça c'est chacun en jugera. On est dans un contexte aujourd'hui où on a un certain Khabib qui fait parler de lui à ce niveau-là parce que le gars est juste parfait. Mais c'est vrai que parfois, pour certains, le combat peut paraître un peu lourd ou un peu monotone. Voilà, Ouais, ça tout à c'est fait, tout à fait. chacun qui juge un peu de ce qu'il attend du sport. Toi, tu as décidé et au moins on peut pas te retirer ça et tu as toujours été sur cette même ligne directrice. Mhm. Donc, euh, donc voilà, par rapport au pro, je pense que c'est vraiment ça te caractérise. Je sais pas si tu rajoutes un truc ou si tu estimes qu'effectivement, au niveau de ta carrière pro, c'est caractérisé par ces mots. Alors, tout à fait, donc, t'as très bien fait un résumé, hein. T'as vraiment fait donc un beau résumé donc, de mon parcours à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, je m'étais jamais dit qu'à un moment donné, j'allais passer pro. Donc, l'obligation a fait que voilà, l'envie du challenge m'a seulement poussé donc, à des gars plus expérimentés. Et donc, c'est ainsi que j'ai continué donc, à faire pro. C'était kiffant, simplement, parce que je me disais que quand même, je voulais pas être pro à la base. C'est là que que je trouvais mon kiff, parce que je me disais qu'au final, je vais être face à des gars qui sont plus expérimentés que moi et du coup, ça va être amusant parce qu'il y aura un réel challenge, chose que j'avais plus forcément donc, au niveau amateur. Donc, du coup, Ouais. voilà, donc c'était vraiment du pur kiff et c'est ça qui s'est passé en fait ainsi, tout simplement. Ok, ok. On va à la dernière phase. Les écouteurs, ils m'ont lâché parce que T'as plus de batterie? ça fait quand même un peu long là. Hop. Du coup, tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ok. Euh, voilà, voilà. Désolé. Donc, on va passer sur la dernière partie. On va essayer de... Ouais, on a encore 10 minutes devant nous. Comme ça, on aura fait deux bonnes vidéos et on sera bien. Euh, Allez. au niveau de Souyouf, euh, tu te situes où? Tu te situes dans quel rôle dans Souyouf maintenant? Tu coaches? Tu as ta place en tant que coach? Comment est-ce que tu le vis maintenant? Eh ben, en fait, je suis effectivement coach au sein de la team. Une chose que les gars qui verront la vidéo sauront très bien, bizarrement, même si c'est ce que je suis actuellement, j'aime pas trop porter le titre de coach, dans le sens où en fait, je me considère tellement en fait encore comme un élève que porter le titre de coach, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement un grand titre que voilà, même si c'est effectivement le statut que j'ai actuellement, je préfère simplement qu'on m'appelle en fait un Ulrich, simplement. Ma position en fait, donc ma place dans la team, ben en fait, on va dire un peu comme tout le monde, j'essaie en fait donc d'être indirectement le moteur de la team, la motivation de ceux lorsqu'ils en ont plus simplement. Et voilà, donc mon parcours fait que j'ai de l'expérience qui peut servir de points positifs et d'éléments positifs plutôt pour tous les gars de la team, tout simplement. Donc j'essaie en fait un peu de jouer sur cela. Je suis un gars qui regarde beaucoup de vidéos, qui se renseigne beaucoup, qui lit beaucoup sur tout ce qui est nutrition, etc. Donc du coup, dès qu'il y a une question ou un élément que je peux apporter donc à l'équipe, ben, j'essaie donc de le faire simplement. Et voilà, j'essaie vraiment en fait donc d'être la motivation on va dire de la team. C'est vraiment en fait donc la position que j'essaie donc d'avoir en dehors de tout ce qui est aspect coach et autres. Euh, Vraiment en fait l'élément qui donne de la force on va dire à la team tout simplement. Top, top, Ulrich, top. Bah écoute, je vais me permettre aussi de glisser un ou deux mots supplémentaires par rapport à ça, parce que voilà, te connaissant, je sais que
tu vas essayer un maximum de minimiser ton poids dans cette histoire. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui, Ulrich, il fait partie en vérité des piliers chez Souyouf. C'est un combattant qui a eu son expérience et le fait que tu sois coach aujourd'hui, en fait, c'est dans la suite logique de ce qu'est Souyouf. C'est-à-dire que si je suis coach aujourd'hui, c'est un peu malgré moi. Donc voilà, au début, mon frère Karim était là. Il y avait Younes qui était beaucoup plus présent. Il y avait Hafid Gertit qui était beaucoup plus présent. Ils ont un petit peu on va dire désertés, chacun à leur manière, parce que voilà, la vie fait que ils ont des responsabilités. Mon frère a voyagé, il vit maintenant au Maroc. Mhm. Du coup, moi j'ai pris un peu la relève. Othman, qui est notre coach attribué pied-point, lui aussi est arrivé un peu sans vraiment le vouloir, parce qu'il venait faire des passages de temps en temps. Puis au final, maintenant, il fait partie aussi des piliers chez nous, chez Souyouf. Euh, Mhm. Toi, tu es dans cette suite logique-là. Tu t'es resté fidèle aux valeurs de l'équipe, parce que voilà, Souyouf, avant même d'être une équipe sportive, on est vraiment des gars qui partageons les mêmes valeurs. Euh, et donc cette suite logique fait que voilà, demain peut-être que moi je serai plus là, que Souyouf sera toujours là et qu'il y aura Ulrich et d'autres gars. Et c'est un peu l'objectif que Souyouf perdure et que Souyouf ne soit pas lié à des personnes, mais plutôt à des valeurs et que parce que les valeurs sont, je vais dire, intemporelles et voilà. Alors juste petite parenthèse, je sais que voilà, je l'ai entendu et on n'est pas dupe. On sait très bien que ça discute et chacun donne son avis et chacun y va de son commentaire. Souyouf a parfois été montré du doigt comme, tu sais, un peu communautaire, machin, un truc. Ce qu'il faut aujourd'hui expliquer, c'est que oui, on est fier de ce qu'on est, on est fier des valeurs qu'on porte, mais c'est pas pour autant que elles sont, euh, elles sont autoritaires et imposées. C'est vraiment des valeurs qui sont propres à nous. Ulrich aujourd'hui n'a pas la même culture, n'a pas la même religion, n'a pas les mêmes origines, et pourtant il est un pilier en tant que tel dans l'équipe. Ludo, qui est un gars avec qui culturellement on n'a aucun rapport, eh ben, en fait on s'entend super bien et depuis très longtemps. Donc voilà, je voulais vraiment résumer ça et dire aux gens, toujours dans le contexte de Fraternity Fight Channel, ne vous fiez pas à ce que vous croyez, quoi. Tu vois, soyez sûr de vous, poussez la porte de la salle, venez voir et vous verrez qu'en réalité, ce qu'on raconte, c'est très très souvent faux. Parce que Bien ce qui sûr. se passe, c'est une autre réalité, quoi. Il reste 5 minutes, Ulrich, elles sont à toi. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux faire un 16 mesures. Tu vois, tu peux... parce qu'on n'a pas tout dit, mais on refera sûrement d'autres interviews, d'autres trucs. Donc, vas-y, fais-toi plaisir, t'as 5 minutes. Ouais, non, mais juste pour dans la lancée de ce que tu expliquais sur la Team Youth, effectivement, en fait, certaines personnes pourront en fait penser que voilà, c'est une communauté et autres, mais en fait, au final, c'est une famille, c'est vraiment une équipe qui est familiale en fait. Chaque individu en fait donc est comme il est. On se connaît, on va dire, via le sport. On est des frères en fait, des partenaires d'équipe. Et vraiment, c'est cette fraternité en fait qui en soi m'aide en fait de mon côté personnel également à progresser, qui m'a d'ailleurs même beaucoup éduqué, parce qu'au travers du sport, évidemment, c'est ma deuxième famille. Elle m'a permis en fait donc de voir la vie d'une autre manière. Elle m'a permis donc de combattre dans la vie au sens propre plutôt, dans le sens où on me prépare à un combat, mais c'est ce que je vis en fait donc dans ma vie de tous les jours, dans le sens où au final dans un combat je m'entraîne pour me battre et, et combattre un adversaire. Dans ma vie de tous les jours, c'est ce que je fais tout le temps. Je prépare à chaque fois un combat parce qu'à chaque fois il y a des obstacles dans ma vie, des obstacles qu'il faut en fait justement passer au-dessus. C'est ce que j'arrive en fait donc à faire au travers du sport. Et c'est vraiment donc cette ambiance de Siouf qui me permet en fait donc de devenir un gars meilleur tout simplement. Et j'encourage en fait toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire du sport ou peut-être qui ne connaissent pas Siouf à venir nous rencontrer simplement. Même à commencer à faire du sport simplement parce que
c'est une chose qui, je pense, en fait, peut être vraiment bénéfique pour beaucoup de personnes, tout simplement. Super, super. Ben écoute, on arrive à la fin. Merci les gars, merci. J'ai lu les commentaires là que vous faites. C'est cool, franchement, c'est cool, c'est sympa, ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire, entraînez-vous bien, entraînez-vous de manière sécurisée, surtout en cette période. Les salles Ouais. reprennent, faites attention quand même. Euh, Prenez soin de vous. Ulrich, à demain. En vrai, en physique. Ouais. Voilà, merci à tous d'avoir été présents. Et la semaine prochaine, il y aura d'autres invités. Je vous avoue que c'est un peu plus juste au niveau arrangement, donc je préviendrai dès que je serai sûr. Mais théoriquement, la semaine prochaine, j'aurai un des patrons, enfin patron entre guillemets, un des précurseurs du BJJ en Belgique. Donc voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Il y aura plein Ouais. d'anecdotes. À demain, Ulrich. Bonne soirée à tous À demain, Del. et à la semaine prochaine.